Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et cette 18e édition du menu crowdfunding. Aujourd'hui, on entre un peu plus dans le mois de septembre et qui dit septembre dit rentrée et donc on se retrouve avec des semaines bien plus chargées puisque les créateurs, les éditeurs reviennent sur les sites de financement participatif avec de nombreuses campagnes qui nous viennent maintenant et donc on est certainement parti pour une émission un petit peu plus longue que les dernières semaines, ce qui fait que je vais essayer cette semaine de faire une première partie donc, sur le suivi des projets un peu plus courte. Je vous renverrai automatiquement vers les vidéos des semaines précédentes pour aller découvrir les sujets, les jeux en fait, que j'aborde, mais qui ont déjà été présentés préalablement. Et on passera un petit peu plus de temps sur les nouveaux projets, puisqu'ils sont vraiment nombreux cette semaine. Allez, on est parti. Et comme d'habitude, un petit point sur la chaîne. Et là, mais qu'est-ce que vous nous avez fait, les gars? Qu'est-ce qui se passe? On était à 172 abonnés la semaine dernière. On a fait un plus 76, je ne sais pas ce qui s'est passé. Énorme. Écoutez, c'est génial. On a mis 4 mois, je crois, ouais, 3-4 mois à atteindre les 100 abonnés. Et depuis les 100 abonnés, il s'est passé quoi, 2 semaines, 3 semaines, on a fait plus 150 en gros. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est génial, c'est très, 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 très sympa, très agréable. Je pense que la vidéo qui est ici, là, les plus gros projets de la fin 2021, première partie, y est pour beaucoup, puisqu'on a explosé notre record, hein, qui était de 424 ici. On est passé à 971 vues, donc encore une trentaine de vues. On atteindra pour la première fois les 1000, ce qui est assez énorme. Je ne pensais pas qu'on atteindrait un score comme ça aussi rapidement, mais c'est vraiment très agréable. La deuxième partie fait beaucoup moins de vues. Je pense que l'avoir posté en milieu de semaine, je crois que c'était mardi soir, c'est peut-être pas le meilleur moment pour poster une vidéo. Peut-être que j'ai moins bien géré la promotion, entre guillemets, sur Facebook, etc. Mais bon, bref, allez la voir si vous ne l'avez pas encore découverte. À la fin de cette deuxième partie des plus gros projets de la fin 2021, j'ai fait un tout petit top, un top 7 des jeux que moi j'attends le plus sur cette fin d'année 2021 sur les sites de financement participatif, sachant qu'il y a un des jeux de ce top 7 qui a dévoilé un petit peu plus de détails sur son gameplay notamment, il y a quelques jours, et qui du coup peut être un petit peu éjecté de mon top 7, rien que sur cette nouvelle postée cette semaine. Donc bon, est-ce que vous saurez découvrir de quel il s'agit? On verra bien. En tout cas, merci à tous pour vous être abonnés depuis la semaine passée. Vous avez vraiment été très très nombreux, ça nous fait vraiment très plaisir. Sur ce, on va attaquer la vidéo de la semaine, bien évidemment, avec les 4 parties que vous commencez à connaître, à savoir donc les projets annulés, le suivi des projets déjà présentés préalablement, puis 2 parties sur les nouveaux projets, une parmi les mentions honorables, donc un peu plus court, présentée de manière concise, et une dernière partie un peu plus développée sur les jeux qui me semblent être un peu plus intéressants ou un petit peu plus, comment dire, notables que les autres. Sur ce, on y va. Un seul jeu annulé cette semaine, il s'agit de Three Tale, et en fait il a été annulé, je crois, un jour à peine après le lancement de la campagne. Pourtant, comme vous pouvez le voir, on avait quand même 490 contributeurs, donc on était un peu moins de la moitié du financement, ce qui est déjà pas si mal que ça. Mais c'est vrai que pour Three Tale, on aurait pu atteindre un résultat un peu plus conséquent, un peu plus convaincant dans cette première journée, et je pense qu'ils se sont dit qu'ils reviendraient plus tard, après avoir peut-être un peu modifié euh, leur campagne, et peut-être un peu le contenu du jeu, si j'en crois la dernière actualité qu'ils ont postée. En fait, ils voulaient prendre en compte certains commentaires qui ont été faits pour les inclure dans la campagne, dans le jeu. Et puis aussi peut-être aussi ce décompte de joueurs. 1 à 3 joueurs, c'est comment dirais-je, un profil assez inhabituel qui a peut-être assez peu convaincu, à voir. Mais je reste sur ma position de la semaine dernière. C'est un jeu avec un fort potentiel, selon moi, qui a l'air vraiment très très sympa. Peut-être un petit peu long, c'est vrai, et avec ce côté 1 à 3 joueurs qui est un petit peu inhabituel, qui peut laisser circonspect. À voir. Bref, Three Tales, ceci dit, ne tardera pas à revenir, puisque ce sera la semaine prochaine, le 16, si je ne m'abuse. On peut aller vérifier rapidement ensemble. Alors, voilà, see you again soon. Et il me semble que c'était le 16. Voilà, c'est le 16 septembre qui nous reviendront. Donc vraiment, on n'a pas très longtemps à attendre. Ce sont donc des toutes petites modifications, certainement. Donc voilà, c'est tout pour les projets annulés cette semaine. On passe maintenant au suivi des projets.
Petit projet auquel il reste 55 heures de campagne. Il s'agit de Adversity qui n'a toujours pas annulé. Ils tiennent jusqu'au bout, mais ça ne financera pas. On l'avait déjà dit depuis 3 semaines environ que ça ne financerait pas. Bon, pas de miracle, hein, 116 contributeurs, on est très très loin du seuil de financement nécessaire pour ce petit jeu qui rappelle un peu Miniville. Plus 70 pour Backyard Chickens, qui était donc à 465 la semaine passée, 533 cette semaine, à 4 jours de la fin de la campagne. C'était un jeu présenté il y a 2 semaines de ça, pour ceux qui voudraient s'y intéresser. Allez voir la vidéo d'il y a 2 semaines. Présenté là encore il y a 2 semaines, The Gardens par Grail Games avec une version française est passé de 615 à 710 environ, donc une jolie petite évolution sans non plus être phénoménal, et il reste un peu moins d'une semaine à la campagne. Présenté brièvement parmi les mentions honorables la semaine dernière, The Split est passé de 140 à presque 170 contributeurs. Donc bon, une évolution assez maigre, mais qui de toute façon ne change rien au fait que le jeu est déjà financé, comme vous pouvez le voir. Donc il vous reste à peu près une semaine, un petit peu moins d'une semaine, pour en faire l'acquisition, si vous le désirez, pour ce petit jeu de 3 à 6 joueurs, petit jeu d'ambiance assez familial. Toujours présenté il y a 2 semaines, Carnage, ou bien Carnage, puisqu'il s'agit d'un jeu qui nous vient de Québec, donc en version francophone. On était à 85 contributeurs la semaine passée, et presque 100 cette semaine. Bon, 100, de toute façon, ça ne changerait pas grand-chose, si ce n'est qu'on serait à 3 digits au lieu de 2. Mais bon, ça ne changerait rien, puisque le jeu est assez loin de son seuil de financement. On est à peu près à 1/3 du seuil de financement, donc ça ne devrait pas financer d'ici la fin de cette campagne, qui est donc dans 6 jours, au moment où je tourne la vidéo, pour ce petit jeu donc de survie horrifique, un petit peu dans un teen movie où ces adolescents sont poursuivis par un serial killer psychotique. Bref, ça ne devrait pas suffire, mais bon, à suivre, on verra. On passe à Wild Serengeti, présenté il y a 3 semaines, pour ceux qui voudraient voir la vidéo avec plus de détails. On était la semaine passée à 2400 contributeurs, et désormais 3000, donc une jolie évolution encore une fois. La semaine dernière, je vous avais dit que je pensais qu'il atteindrait certainement 3500, voire 4000. Je reste sur cette estimation à 7 jours de la fin de la campagne, sachant que les derniers jours sont toujours un gros boost de contribution. Donc je pense que ouais, 3500 assez largement, peut-être 4000 si on est un peu plus optimiste. Alors comme c'était le coup de cœur de l'émission d'il y a 3 semaines, on va quand même faire un petit stop du côté des stretch goals pour aller voir ce qui a été débloqué un peu plus récemment. Alors, pas grand-chose, j'ai l'impression, depuis la semaine dernière. Ah si, on a débloqué donc l'autruche, je crois qu'elle n'y était pas encore la semaine passée, et le phacochère, qui n'était pas là non plus la semaine passée. Donc, voilà, quelques stretch goals supplémentaires, rien de très folichon. Pas de version française malheureusement pour Wild Serengeti, mais un très joli projet qui me séduit beaucoup, même si je n'ai pas encore backé. Je ne sais pas encore si j'en serai, mais ça me tente beaucoup quand même, il faut bien le dire. Pretty Princess Pomelo franchit la barre des 100. On était à 85 la semaine dernière, et désormais 108 contributeurs pour ce jeu qui nous rappelle à l'ambiance un peu de ces petits mangas japonais, ces petits animés japonais qu'on a pu nous-mêmes connaître dans notre enfance, à savoir Sailor Moon ou Card Captor Sakura, etc. Donc voilà, rien de très folichon de ce côté-là. 108 contributeurs, mais c'est financé à 7 jours de la fin de la campagne. Pour ceux qui s'y intéressent, si tant est qu'il y en ait parmi vous, la vidéo d'il y a 3 semaines devrait vous en dire un petit peu plus. On continue avec le reboot de Green Hell, qui a été présenté la semaine dernière, mais également il y a un mois, lors de sa première campagne qui avait été annulée. La semaine dernière, on était à 715 contributeurs et presque 830 cette semaine. Donc malgré ce reboot, succès assez mitigé pour Green Hell. C'est financé. Là, visiblement, ils ne vont pas annuler cette fois-ci. Ils vont continuer jusqu'au bout, heureusement. Mais à 9 jours de la fin, je vois mal Green Hell dépasser les 1500 et encore. Alors que je pense qu'avec la licence du jeu vidéo qui était derrière et les modifications qu'ils ont opérées suite à cette première campagne ratée, ils espéraient très certainement atteindre un peu plus que ça. Mais bon, ce sera certainement un résultat un peu décevant pour eux. Pas de grandes nouveautés en termes de stretch goal non plus. Donc bon, je vous laisse aller découvrir un peu par vous-même, notamment via la vidéo de Pascal ici de À qui de jouer, pour découvrir un peu plus le gameplay si ça vous tente. Voilà, donc un peu quelques stretch goals, mais rien de très folichon. On a eu une petite exclusivité KS avec
des composants un petit peu upgradés, mais rien de très folichon. Voilà pour Green Hell, à 9 jours de la fin de la campagne, 827 contributeurs. Présenté il y a 3 semaines, Motif, le jeu abstrait pour 2 joueurs, est désormais à 282 contributeurs après avoir été à 230 la semaine dernière. Donc, bon, ça reste un projet avec un résultat assez faible, certes, mais pour un premier projet de chez Leonardo Lutz, qui plus est pour un jeu abstrait qui généralement attire un peu moins sur les plateformes de financement participatif que les jeux à thème, c'est déjà pas si mal que ça. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière et il y a 2 semaines, c'est un jeu qui me semble, moi, vraiment très élégant dans son concept, dans son gameplay également. Et puis, sa version Deluxe est également très jolie. Ça me tenterait pas mal, sérieusement, mais je suis assez peu jeu abstrait au demeurant. Donc, il y a peu de chances que j'y aille, très peu de chances que j'y aille, même si j'estime que ce projet mériterait en tout cas un plus joli score. Donc j'espère que d'ici la fin de la campagne, ils attendront, je sais pas, 500, 600 contributeurs, mais bon, en tout cas, c'est financé, donc c'est déjà pas si mal. Donc 282 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne. Suivant, Republic of Jungle, présenté la semaine dernière. Pour ceux qui voudraient s'y intéresser, j'en ai parlé assez longuement, d'ailleurs un peu trop longuement la semaine dernière, donc je vous laisse aller découvrir si ça vous intéresse. Il s'agit d'un jeu d'ambiance pour 5 à 10 joueurs, mais qui nécessite également la présence de smartphones, d'écrans individuels. Un jeu sur fond de politique avec une équipe de traîtres et une équipe qui va chercher à défendre son président des scandales. En gros, on était environ à 185 contributeurs la semaine dernière, donc plus 100 cette semaine, pour atteindre 284 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne. Présenté il y a 2 semaines celui-ci, Starship Shuffle, qui est inspiré un peu de l'histoire de SpaceX et donc de son patron Elon Musk, qui vous invite en mode coopération à faire décoller une navette vers l'espace, a fait un plus 25 depuis la semaine dernière pour atteindre 326 contributeurs à 11 jours de la fin de la campagne. Rien de très fou, pas de version française. Bon, a priori, ça devrait intéresser assez peu de monde, mais si vous êtes gros fan de SpaceX et d'Elon Musk, entre autres, ça pourrait être un petit clin d'œil assez marrant. Présenté également il y a 2 semaines, l'Axrax n'est pas un jeu de société, mais c'est, comment dirais-je, un rangement pour votre Kallax, c'est-à-dire que vous allez faire des étagères au sein de vos étagères Kallax pour pouvoir les ranger à l'horizontale sans qu'elles pèsent de tout leur poids sur la boîte qui se trouve tout en bas de l'étagère. Donc moi je trouve que c'est un assez joli projet, j'aimerais bien en être si j'avais une Kallax, ce qui n'est pas le cas, donc l'affaire est réglée. Ceci étant dit, on était à 1970 contributeurs la semaine dernière, 2420 cette semaine, à 13 jours de la fin de la campagne, donc vous avez encore un peu de temps pour vous décider. Si vous avez une Kallax, je pense que c'est plutôt un projet à suivre. Je suis plutôt horizontaliste de cœur, même si, comme vous le voyez, par défaut, je suis verticaliste. Par contre, petit point noir qu'on pourrait quand même souligner pour les Laxrax, c'est que si ça vous permet de ranger un peu plus facilement et de pouvoir sortir vos jeux plus aisément également, ça a quand même un petit point noir qui est que vous perdez de l'espace en fait dans chaque boîte de Kallax. Donc bon, il faudra quand même prendre ça en compte, surtout si votre Kallax actuel est déjà plein à ras-bord, vous ne pourrez pas ranger tous vos jeux si vous mettez des Laxrax dedans. Voilà, ça semble être évident, mais il est bon quand même de le dire. Donc voilà, il reste environ 2 semaines pour ce joli petit projet, malgré tout, Laxrax. J'avais oublié de faire le suivi de Mythic Mischief, donc je vais faire un petit peu de montage pour remettre ça un petit peu dans l'ordre. Mythic Mischief est actuellement à 3568 backers, donc une jolie évolution de campagne pour ce projet qui favorise vraiment le FOMO, donc le Fear of Missing Out, sur laquelle je ferai peut-être une vidéo sur le pouce un jour. Je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière pour un peu plus de détails autour du gameplay et du matériel, si ça vous intéresse. En tout cas, il vous reste 2 semaines pour vous faire une idée. Présenté la semaine dernière, Bounty Hunters a atteint 179 contributeurs après avoir pris 40 contributeurs depuis la semaine dernière, à 15 jours de la fin de la campagne. Donc petit jeu, j'aurais pu dire d'ambiance, mais ce n'est pas vraiment un jeu d'ambiance, d'autant qu'il coûte assez cher. Si c'était un jeu d'ambiance, ce serait un peu onéreux. Donc je vous laisse découvrir la vidéo de la semaine dernière, un jeu de 2 à 4 personnes pour 10 à 45 minutes, où vous allez chercher à attraper des gangsters, des desperados, etc., dans le Grand Ouest américain de la fin du 19e siècle. Présenté il y a 2 semaines, Earth Rising, qui se veut donc être un projet écologiste et écologique, et qui a atteint 535 contributeurs, donc plus 80 depuis la semaine dernière, à 15 jours de la fin de la campagne. Rappelez-vous qu'il y a également
les règles en français. Le matériel, je crois, ne le sera pas, mais les règles seront traduites en français. Donc si vous avez un cœur d'écolo, ça pourrait être un jeu qui vous intéresse. Je l'ai présenté un peu plus en détail il y a 2 semaines, si vous voulez aller y faire un tour. 475 contributeurs la semaine passée, 770 environ cette semaine pour Mint Mini, qui est le dernier jeu de la première série des Mint, que vous connaissez certainement si vous êtes un assidu de Kickstarter et de Pocketto, qui a déjà créé donc toute une série de jeux Mint, avec Mint Speed par exemple, Mint Cooperative, Mint Control, etc. Donc, à vous de voir si ce dernier épisode de la saison 1, entre guillemets, est susceptible de vous intéresser, sachant que c'est un jeu un peu de draft où vous allez avoir plusieurs mini-jeux inspirés eux-mêmes des derniers jeux de la série. Voilà pour Mint Mini à environ 3 semaines de la fin de la campagne. Attention par contre, US Shipping Only, vous ne serez pas livré en Europe. Donc il faudra trouver quelqu'un aux États-Unis ou un service professionnel qui serait susceptible de vous l'envoyer en Europe. Ou alors, attendez le retail. Présenté la semaine dernière, Limbo Eternal War 1.5, puisque c'était en fait une seconde édition entre guillemets d'un jeu qui avait été lancé en 2018, je crois, qui a des très bons retours sur BGG et qui revient avec des règles un petit peu mises à jour et améliorées, et puis quelques ajouts également en termes de gameplay. Le jeu avait fait, enfin, ce 1.5 avait déjà fait l'objet d'une campagne il y a environ un mois et demi qui avait été annulée. Ils sont revenus et cette fois-ci, ça a marché un petit peu mieux, même si on aurait pu attendre un petit peu mieux. Ceci dit, 1160 contributeurs, donc plus 160 depuis la semaine dernière, à 3 semaines de la fin de la campagne pour ce jeu rempli de plastoc. On continue avec Earth and War qui a doublé son solde de contributeurs depuis la semaine passée pour atteindre 80 contributeurs à 22 jours de la fin de la campagne. Pour ce petit jeu présenté la semaine dernière, là encore, un jeu assez abstrait qui vous place dans une première guerre mondiale dans lequel chaque camp peut utiliser des golems pour les aider à vaincre leur adversaire. Donc un jeu assez particulier, assez spécial, mais avec un visuel sur le plateau pas super attrayant, faut bien le dire. Mais bon, c'est assez unique de ce point de vue-là, avec un gameplay pas inintéressant non plus. Donc, si vous voulez vous y intéresser, il vous reste encore 3 semaines. Voilà, c'est à peu près tout pour le suivi des projets. C'est certainement le suivi des projets le plus rapide de l'histoire du menu crowdfunding. Mais derrière, on a du lourd, donc on y va. On passe aux nouveaux projets, en commençant par les mentions honorables. Allez, on commence cette liste de mentions honorables par The Spill, qui nous provient de Andy Kim, et l'illustration de Kwanchai Moriya, assez célèbre dans le milieu, que vous aurez peut-être notamment connu pour Cryptid. Il a fait les illustrations, même si l'illustration de la boîte et du livret de règles, mais après le reste, bon, c'est un petit peu moins chatoyant. Mais bref, The Spill, qui est donc un jeu encore un peu dans la lignée de Earth Rising, à savoir un jeu écolo, en gros, où vous allez devoir sauver des animaux de la marée noire provoquée par cette tour que vous avez ici. Donc une tour en plastique, pas d'ironie. Donc un jeu de 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus, pour des parties d'environ 1 heure, un peu moins d'1 heure apparemment, où chaque joueur va incarner, comme vous voyez ici, un personnage différent avec des capacités différentes et vont coopérer pour essayer de stopper ou en tout cas d'endiguer cette marée noire et de sauver les différents animaux qui vont amener à être contaminés par cette marée noire. Un jeu essentiellement à base de dés, comme vous allez le voir ici, énormément de dés noirs et des dés bleus avec certaines utilités différentes, certaines fonctions différentes. Les différents personnages ici avec pour chacun d'eux une capacité spéciale. Et puis donc à chaque tour, vous allez lancer des dés dans cette tour de dés. Et selon leur répartition et le nombre qui s'y trouvent, ils vont aller impacter l'environnement, les animaux qui sont aux alentours. Et vous devrez donc essayer de les sauver tout en repoussant la marée noire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. On peut quand même ajouter que le jeu est pas si donné que ça, même si c'est pas non plus outrageux, hein, mais 50 $, pardon, pour le pledge de base, avec 45, parce que vous avez une petite réduction pour le Kickstarter, donc en fait 45 plutôt 50, devrais-je dire, plus les frais de port, ou pour l'édition Deluxe, il vous faudra 60 $, et ça viendra ajouter donc des petits upgrades en termes de matériel. Vous aurez éventuellement un playmat pour 20 $ supplémentaires si ça vous tente. Et juste petit tour du côté des frais de port.
pour ce qui est de l'Union européenne, il vous coûtera 15 € de frais de port ou 17 si vous prenez l'édition Deluxe. Si vous êtes en Belgique, c'est la même chose. Si vous êtes au Canada, 17 ou 20 $, un petit peu plus cher pour vous. Pour nous, juste par curiosité, ce serait 30 $. Donc bon, j'avais pas spécialement l'intention d'y aller, mais là, bon, c'est acté. Allez, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur The Spill. On ne va pas prendre trop de temps, ce ne sont que les mentions honorables. On continue avec SoulForge Fusion Hyper Deck Game et on va passer très très vite dessus malgré l'intérêt que ça pourrait avoir pour la simple et bonne raison que le jeu sera livré exclusivement aux États-Unis. Donc bon, on ne va pas trop en parler, ça ne sert à rien, ce serait juste frustrer éventuellement ceux qui pourraient être intéressés. Alors jeu de deck, et pourquoi c'est intéressant? Parce que malgré tout, c'est par les créateurs de Magic et Ascension, donc deux jeux de deck building parmi les plus célèbres au monde. Donc bon, ça serait intéressant sur le papier, sachant qu'en plus, ils ont un peu pris le concept de Keyforge, à savoir d'avoir pour chaque backer, en fait pour chaque hacker du jeu, des decks différents et uniques apparemment. Et donc, vous aurez, je crois, 124 cartes, on va voir ça un petit peu plus ensemble, que vous pourrez être amené à upgrader, si je peux dire. En fait, votre carte va prendre un niveau et être améliorée au fur et à mesure de la partie. Elle va devenir plus puissante. Vous aurez également un personnage unique dans chaque faction qui sera un peu plus puissant. Ce sera donc un Forgeborn, comme ils les appellent, qui permettra de commander, d'avoir des pouvoirs un peu particuliers et plus puissants que les autres. Bien sûr, c'est un jeu qui s'oriente vers du compétitif, mais de grande envergure, hein. On aura des compétitions à travers le continent américain pour gagner des prix, etc. sur ce jeu. Donc, jeu de 2 à 4 joueurs, pardon, 14 ans et plus, 30 minutes, donc des jeux assez courts. Bon, c'est du deck building compétitif, donc ça reste dans dans l'habituel cadre de jeu, on pourrait dire, hein, 2 à 4 joueurs, 30 minutes. Bon, en gros, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Des pledge levels à 40 $ pour commencer pour un starter tier, avec 4 decks au total 124 cartes, avec donc 4 Forgeborn cards, donc les fameux héros dont je viens de parler. Également une petite boîte de métal pour l'aider, 2 playmats également. Donc voilà, pour 40 $, c'est relativement peu cher, mais bon, malheureusement, ce n'est pas livré en Europe ou même ici d'ailleurs en Asie. Pour le second pledge à 65 $, vous aurez en gros la même chose, mais avec des playmats premium, parce que dans le premier cas, ce sont des playmats en papier apparemment, je ne sais pas trop quoi en penser. Vous aurez ensuite des tiers comment dire, de retail, en gros des magasins, pour en obtenir des grosses boîtes. Ensuite, à 2000 $, si vous voulez votre visage sur l'une des cartes, classique. Et ensuite, vous aurez des add-ons pour acquérir plus de packs avec de nouveaux personnages, tous uniques, hein, chaque pack étant unique. Voilà, on a aussi quelques petits stretch goals, mais rien de très folichon pour l'instant. Et de toute façon, comme je l'ai pu vous le dire, le jeu, pour l'instant, est livré exclusivement sur le territoire américain, comme vous pouvez le voir ici. Donc bon, on verra peut-être le jeu arriver sur le vieux continent, ou en Asie également, à l'avenir. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas prévu. Donc, bon, ce sera certainement assez peu intéressant pour la majorité d'entre vous. On continue avec A Viking's Tale, un petit jeu de cartes tactiques pour 2 à 4 joueurs avec une direction artistique assez léchée, qui a déjà atteint près de 200 contributeurs à 27 jours de la fin de sa campagne. Ça nous vient de Suisse, premier projet apparemment de Rune Raccoon Games, avec une version allemande et une version anglaise, mais pour l'instant pas de version française prévue, donc pour 14 ans et plus, des parties de 45 minutes. Alors vous allez choisir en début de partie un clan viking, et puis en fait au cours du jeu, vous allez très simplement aller jouer des cartes de viking avec une carte d'équipement pour aller affronter des monstres ou des animaux, voire même pour aller affronter d'autres joueurs participant à la partie. Vous pourrez aussi jouer des cartes de destin pour changer ou pour altérer, influencer le cours des combats. Et puis, au final, celui qui aura remporté le plus de points de victoire via les combats, etc., l'emportera. Donc voilà, un jeu assez simple dans ses mécanismes, qui ne vend pas non plus du rêve outre mesure, mais comme j'ai pu vous montrer très très brièvement ici, la direction artistique est quand même assez soignée, je trouve ça très joli, dans un univers viking qui a beaucoup de succès depuis quelques années. Les Vikings, je pense que la série Viking y est peut-être pour beaucoup d'ailleurs, mais ça a l'air d'être relativement solide malgré tout, assez, comment dirais-je, efficace à défaut d'être véritablement très intéressant.
Donc ça reste un jeu sur lequel, vous pourriez vous pencher si vous aimez la culture nordique, les Vikings et cetera et que vous voulez un jeu relativement court pour 4 personnes, par exemple. Ça peut être assez sympa malgré tout. Pour ce qui est des, pledges, le print and play, bon, éventuellement, si ça vous intéresse, coûtera 9 francs suisses, soit environ 7 € j'imagine. Ensuite, si vous voulez le jeu, en version physique, ça vous coûtera 19 francs, suisses, soit 2 200 yens, pardon, soit environ 17 € plus ou moins, si vous êtes en Europe. Il y aura également pour, 36 francs suisses, la possibilité d'en obtenir 2 et c'est à peu près tout. Voilà. Donc bon, c'est un jeu relativement abordable, pas très cher, avec un matériel plutôt joli. Est-ce que le matériel est qualitatif? C'est encore un autre problème, mais au moins la direction artistique est plutôt, soignée. Donc à vous de voir si c'est, quelque chose qui vous intéresse. Vous avez également une présentation ici, par la Société des Jeux, qui vous en parlera plus en détail que je ne l'ai fait actuellement, mais également chez, On Joue Tu, qui présente également le jeu. Pour les frais de port, dans l'Union européenne, ça vous coûtera 11 francs suisses pour un jeu ou 20 francs suisses pour 2 jeux. Donc ça coûte environ 7 € je crois, pour 11 francs suisses, donc c'est encore une fois relativement abordable. Donc voilà pour Viking's Tale, un assez joli petit jeu, même si ça ne va pas non plus, casser 3 pattes à un canard. On continue avec Dungeons of Infinity Kingdom Coast, qui vient rejoindre les 5063 dungeon crawlers qui existent déjà. Mais bon, c'est un genre éculé certes, mais qui connaît certaines pépites. Est-ce que Dungeons of Infinity en sera un? À voir, mais en tout cas, ça a l'air d'avoir plutôt du succès, puisqu'on a déjà 1462 contributeurs à 14 jours de la fin de la campagne. Alors bon, Dungeon Crawler avec quelques spécificités, jouable donc pour 12 ans et plus, 1 joueur à 5 joueurs, 60 à 120 minutes. Les spécificités, quelles sont-elles? Eh bien, le fait que vous puissiez déjà jouer en solo, mais également en coopératif, mais encore en compétitif, déjà. Donc ça, c'est déjà assez intéressant pour les fans de Dungeon Crawler parmi vous, la possibilité de jouer en solo ou en équipe, ou chacun pour sa peau. Ensuite, jolie direction artistique avec, apparemment, dès le début de la campagne, des plateaux double épaisseur, ce qui est plutôt agréable parce que c'est généralement un stretch goal. Là, apparemment, c'est d'entrée de jeu, ce qui est plutôt agréable. Et vous aurez des donjons qui, comme vous l'imaginez via les tuiles que vous pouvez voir ici, va être différent à chaque partie, va se créer au fur et à mesure de la partie. Et puis, bien sûr, une tonne d'événements qui vont venir influencer votre partie. Donc vous allez bien sûr choisir, un héros avec, une miniature. Visiblement, les miniatures sont plutôt bien foutues. Après, ce sont des renders en 3D, donc à voir, en format physique ce que ça donnera. Et puis ensuite, vous allez chercher à l'équiper, à le faire, évoluer bien entendu au fur et à mesure de votre quête. Vous allez explorer le donjon. Vous allez, bien sûr, combattre différents monstres, avec, chacun des profils différents. Certains qui vont juste vous attendre, vous chercher à vous tendre des pièges, certains vont vous poursuivre là où vous vous dirigez. Donc bon, ça a l'air d'être relativement bien foutu, relativement quelconque en termes, de mécanismes. C'est du déjà vu, certes, mais qu'en sera-t-il des, sensations de jeu? Là, pour l'instant, on ne peut que se fier à ce qu'on en lit pour l'instant et également à la note assez élevée de 8,3 pour la première édition du jeu, sur BGG. Donc, il a généralement plutôt bonne presse, même s'il y a assez peu de notes au final. Donc à voir. Le jeu est, qui plus est, je crois, disponible sur, TTS ou Tabletopia. Je vais vérifier un peu plus bas, mais il me semble que vous pouvez déjà l'essayer. Les pledge tiers, alors vous avez donc, Dungeons of Infinity Expansion, donc l'extension uniquement, pour 39 $. Vous pouvez bien sûr prendre le jeu de base avec des standees pour 69 $ ou avec des miniatures pour 89 $, ou vous pouvez prendre le all-in avec les standees, donc extension plus jeu de base pour 99 €, ou encore, respirons, la même chose mais avec les miniatures à la place des standees pour 109 $. Et puis ensuite, vous avez un dernier, bundle, un gros all-in contenant l'ensemble plus des upgrades de matériel pour 135 $. Les stretch goals, on ne va pas passer trop non plus de temps là-dessus. Il y a quand même les game trays, c'est toujours bon à noter. Les game trays, c'est toujours un gros plus pour ce qui est du rangement et de l'installation du jeu, même si là, pour le coup, il a l'air assez basique de ce qu'on en voit en tout cas. Les standees en acrylique, ok, un nouveau héros, pardon, il n'y a pas de liaison avec le héros.
de nouveaux équipements, etc., de nouveaux monstres, assez commun en soi, des petits trays qui vont venir accueillir le plateau de héros que vous allez choisir. Bon, ça, c'est peut-être pas une grosse nécessité, mais c'est déjà un plus quand même, malgré tout. De nouveaux héros à chaque fois. OK. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je voulais juste vérifier si on avait une version Tabletop Simulator ou Tabletopia. Il me semble que j'avais vu ça tout à l'heure, mais c'était peut-être un autre projet. Donc non, après vérification, apparemment pas de mode TTS ou Tabletopia. J'ai dû voir ça sur une autre campagne, désolé. Alors juste petite cour du côté des héros. Bon, une petite description bien sûr de tous les héros que vous pourrez être amené à contrôler avec leurs figurines. C'est très joli. En plus, avec les Game Trays, bien que pas vraiment très nécessaire pour le coup, vous pourrez également inclure des cartes sous votre plateau. Donc c'est quand même assez bien pensé, comme très souvent avec Game Trays, même si ce n'est pas forcément toujours essentiel. Mais c'est agréable, il faut bien le dire. Donc voilà, un petit aperçu. Très bel artwork en général. C'est assez tentant. Je pense que pour tous ceux qui aiment les dungeon crawlers, ça rentre dans les stéréotypes habituels, mais c'est toujours très bien réalisé, donc ça reste malgré tout attirant. Reste à voir si ça vous intéressera. Les pledges ne sont pas dégueulasses a priori. Qu'en est-il des frais de port rapidement? Vous avez ici un petit descriptif aussi de tout ce que l'extension va vous apporter, avec donc de nouveaux héros, plus éventuellement ceux qui arriveront en stretch goal, quelques nouvelles tuiles de votre donjon, y compris une prison apparemment, mais une tour également, certainement de nouveaux ennemis, etc. bien entendu. Ensuite, les frais de port, disais-je. Les frais de port, les voici, voilà. Alors, pour le Canada, 30 $ ou 35 si vous prenez le jeu de base et l'extension. Pour l'Europe, c'est un petit peu moins cher, 28 $ pour le jeu de base, 33 si vous prenez le jeu de base et l'extension. Juste par curiosité, ici, ce serait la même chose quasiment que pour le Canada. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Dungeons of Infinity. 1462 contributeurs à 14 jours de la fin de la campagne. J'en ai parlé comme si c'était un des gros jeux de la semaine. C'est certainement un peu le cas, mais je l'ai classé dans les mentions honorables parce que bon, je ne suis pas très fan des dungeon crawlers. Ne me brûlez pas. On continue avec EOS Island of Angels. Un jeu qui nous vient de Grey Fox Games, donc attention. Grey Fox Games a quelques petits soucis de livraison. On sait que Tsukuyumi n'est pas encore parvenu à tout le monde, etc. Donc bon, il faut quand même savoir que certaines compagnies sur Kickstarter ont parfois plus de problèmes que d'autres, répondent plus ou moins efficacement aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Bon, Grey Fox Games produit généralement quand même des assez bons jeux, il faut bien le dire, mais bon, il faut quand même garder ce petit truc à l'esprit. Alors, EOS Island of Angels, une fois qu'on a dit ça, a l'air quand même d'être un jeu assez sympa, il faut bien le dire. Alors, Island of Angels, c'est un jeu de engine building, donc en gros de construction de moteur, qui se veut asymétrique, puisque vous aurez différentes nations que vous pourrez être amenés à contrôler, ayant chacune leur spécificité. Ensuite, il y aura aussi quelques petits éléments de placement d'ouvriers, et puis également quelques mécaniques qu'on verra un peu plus tard, qui sont assez intéressantes également. Ce sera un jeu pour 2 à 5 joueurs, pas de version solo a priori pour l'instant, pour 14 ans et plus, et des parties d'environ 90 minutes et plus, ou en gros 30 minutes par joueur, d'après ce qu'on nous en dit. Donc ça peut varier selon le nombre de joueurs, bien évidemment. Le pledge de base est à 49 €, ce qui n'est pas très onéreux. Vous y trouverez un plateau central avec donc bien sûr des cubes, des cartes, des tokens, etc. Les 12 pour l'instant cartes de anges. Vous aurez des anges et des démons. Les démons sont ici. Les anges vous aideront, ils pourront faire partie de votre équipage, entre guillemets, tandis que les démons seront là pour vous combattre, bien évidemment. Ensuite, les nations, vous en aurez donc 5 pour l'instant en tout cas. Vous aurez donc la nation de The Noom, The Kusan, The Kingdom of Mespan, The Guild of Seafarers et The Quanon. Certainement d'autres qui viendront s'ajouter, notamment dans l'extension. Ensuite, l'extension, justement, on en parlait, l'extension Island of Angels, qui vient ajouter 2 nouvelles nations, on parle les Gloin et les Lavaloan, donc pour plus de rejouabilité et plus de asymétrie entre chaque nation, bien évidemment, sachant que, vous le voyez déjà ici, avec les Deluxe, si vous prenez la version Deluxe du jeu, les plateaux de joueurs seront de qualité supérieure, en tout cas à celle du retail, si le retail arrive, ce qui devrait être le cas de toute façon.
Ensuite, passons donc au concept, au cœur du jeu. Pourquoi le jeu est «unique» entre guillemets, en tout cas pourquoi il le présente comme étant unique? Alors d'abord, parce que le jeu est asymétrique, comme j'ai pu le dire. Vous avez donc 5 nations asymétriques, chacun ayant ses particularités, plus les nations supplémentaires dans l'extension, bien entendu. Ensuite, vous avez donc cette construction de moteur, de ressources et l'exploration à travers la carte que vous voyez ici. Hein, vous déplacerez votre vaisseau à chaque tour et chaque emplacement vous amènera à bénéficier de certains résultats ou alors à combattre des démons, etc. Et puis également, ce qui en fait une grande spécificité de ce jeu, c'est les anges et les démons. Les anges qui pourront être ajoutés, entre guillemets, encore une fois, à votre équipage et qui vous apporteront des boosts assez drastiques à votre faction, entre guillemets, à votre nation. Et à contrario, les démons qui seront là pour vous gêner et que vous serez amené à combattre. Ensuite, on précise également ici que l'interaction se veut plutôt positive, hein. On ne cherchera pas à aller impacter négativement nos adversaires, nos concurrents, nos rivaux, mais plutôt à partager les gains d'un combat, par exemple, entre les différents joueurs. Donc en fait, vous n'allez pas vraiment voler ou faire perdre à votre adversaire, à votre rival, des ressources, par exemple, mais plutôt à en gagner bien plus que lui, mais malgré tout, il partagera une partie du butin, en gros. Ensuite, bon, vous avez une petite description du gameplay à chaque tour, mais je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça reste une mention honorable de la semaine, donc on ne va pas passer trop de temps dessus. Vous avez également un mode Tabletop Simulator pour ceux d'entre vous qui pourraient s'y intéresser. La version Deluxe, enfin c'est du Free Deluxe Content en fait, hein, le jeu est déjà deluxifié de base. C'est donc, j'imagine, en comparaison avec le retail, c'était peut-être pas précisé ici, si c'est ça. Quand il sera vendu en magasin, ce sera avec les composantes de gauche, donc avec les pièces de carton habituelles, alors que si vous baquez durant la campagne, vous aurez l'équivalent de 20 € supplémentaires pour rien, pour gratis. Donc une petite upgrade de matériel, y compris, donc je le disais, les plateaux de joueurs qui seront donc double épaisseur pour les nations, alors que ce ne sera pas le cas pour la version retail. Pas de stretch goal pour l'instant apparemment. Donc 49 ou 64 si vous prenez l'extension. Les add-ons, vous aurez éventuellement l'opportunité de prendre un playmat pour 25 €, c'est quand même assez cher, mais bon, c'est le prix plus ou moins habituel d'un playmat quand il est bien foutu. Ensuite, passons aux frais de port. Les frais de port, les voilà. Alors, pour le Canada, 15 € plus 3 si vous prenez le playmat. Pour l'Union européenne, sauf l'Allemagne, pour qui c'est un petit peu moins cher, l'Union européenne, c'est 17 € plus 3 éventuellement avec le playmat. Et juste par curiosité, le Japon, 20 plus 3, donc pas si différent que ça. Donc voilà, au demeurant, j'ai envie de dire que EOS est un projet intéressant, qui a l'air d'avoir un gameplay satisfaisant, pas forcément hyper novateur, mais efficace. Mais bon, restez quand même avertis qu'il s'agit de Grey Fox Games, qui n'est pas forcément connu pour livrer dans les temps. Mais bon, après, sur Kickstarter, on a un petit peu l'habitude d'avoir des retards. Reste à savoir si vous pouvez accepter un délai un peu plus conséquent que la majorité d'autres projets. Et encore, ce n'est pas garanti qu'on ait autant de retard sur celui-ci que sur les précédents. À voir, vous en déciderez. EOS Island of Angels, 750 contributeurs à 18 jours de la fin de la campagne. On continue avec Relics of Rajavihara, pas facile à prononcer, and Montalo's Revenge, donc l'extension Montalo's Revenge au jeu Relics de Rajavihara. Sachez, avant de commencer, que c'est un jeu solo, donc pour tous ceux qui éventuellement n'aiment pas spécialement les jeux solo, vous pouvez passer directement au prochain projet. Ce projet, en tout cas, nous vient de Joe Slack, que vous connaissez peut-être de nom pour ses jeux, mais également pour son livre The Board Game Designer's Guide, que j'ai d'ailleurs ici, qui en fait est un guide pour vous aider à vous lancer dans la conception de jeux. Pour l'instant, le jeu et son extension ont attiré 734 contributeurs à 21 jours de la fin de la campagne, donc plutôt une belle réception. Il faut dire qu'il est relativement, comment dirais-je, actif, notamment sur Board Game Geek, et qu'il a conçu déjà un paquet de jeux, même si seulement 2 sont arrivés sur Kickstarter, à savoir les reliques, donc premier du nom, plus l'extension, et Cunning Linguistics, qui n'a pas été financé il y a 3 ans de ça déjà. Donc assez méconnu chez nous, mais un petit peu plus connu de l'autre côté de l'Atlantique, ou du Pacifique pour moi.
Alors, ici, donc, il s'agit d'un jeu solo assez puzzly, comme on dit, qui ressemble un petit peu à un puzzle dans certains aspects du gameplay, avec une sorte de campagne solo et beaucoup de mouvements à l'intérieur même de votre deck. Vous allez beaucoup bouger des cartes à l'intérieur de votre deck, apparemment. Je précise que je n'y ai encore jamais joué. Le jeu de base, ceci dit, a déjà une bonne note, hein, 7.7 sur BGG en moyenne, c'est pas si mal, mais attention, 103 notes uniquement, c'est assez peu pour faire une note véritablement équilibrée. Bon, à voir, il faut prendre ça avec des pincettes. En tout cas, vous allez voir ici la petite description qui est sur BGG. Vous allez donc aller bouger des blocs, comme vous le voyez ici sur la map. Vous allez essayer d'éviter certains obstacles, de résoudre certains puzzles, de collecter des gemmes et de vaincre votre adversaire, votre némésis. Donc assez simple en termes de gameplay, de mécanisme. Donc pour un joueur uniquement, 15 à 60 minutes selon les étages, selon le donjon que vous allez essayer de parcourir, sachant qu'il y a 5 étages par campagne. Vous pouvez jouer en campagne, sachant que vous pouvez arrêter après le premier étage, continuer plus tard, etc. bien entendu. 15 minutes par aventure, 14 ans et plus. Je prends très rapidement. Bon, vous avez donc la grille de base sur laquelle vous allez apposer des blocs, les faire glisser, avoir des ennemis qui vont s'ajouter dessus également, essayer de les vaincre, des gemmes que vous allez essayer de collecter également. Et puis le jeu vient avec plusieurs talk boxes, je ne sais pas comment on appelle ça vraiment en français, mais des boîtes individuelles pour chaque niveau, pour chaque étage du donjon que vous allez être amené à explorer. Mantalos Revenge maintenant, l'extension, que nous apporte-t-elle? Alors, comme il est dit ici, pas très jolie liaison, comme il est dit ici, vous aurez 30 nouveaux niveaux, en gros, hein, avec encore plus de brain tease, donc encore plus de fumée qui sort par les oreilles, avec 3 nouvelles cavernes, et puis également quelques twists mécaniques qui n'existaient pas encore dans le jeu de base. Par exemple, vous pourrez bouger des blocs avec des mouvements différents du jeu de base, mais également warp, donc déplacer, comment dirait-on warp? Téléporter je crois que c'est téléporter votre personnage apparemment, c'est ça? Vous déplacer plus rapidement avec des téléportations en gros, d'un côté à l'autre du plateau, via certains pouvoirs spécifiques j'imagine, et puis toujours la possibilité de vaincre vos adversaires bien évidemment. Voilà un petit peu une idée du matériel avec des cartes format tarot. Vous avez ici donc un aperçu du gameplay en anglais, mais sachez tout de même que le jeu est disponible en version française. En tout cas, les règles, elles, seront disponibles certainement en PDF. Oui, c'est ça, en PDF qui sont téléchargeables. Donc, vous pourrez éventuellement vous y mettre, même si vous n'êtes pas très anglophone. Vous pouvez l'essayer également sur Tabletop Simulator, si vous voulez vous faire un aperçu, vous faire un avis avant de contribuer à la campagne. Et puis quelques reviews habituelles, notamment sur Rado, sur Edo, sur Quackalope, qui parle d'absolument tous les jeux, hein, c'est pas possible. Au bout d'un moment, où trouve-t-il le temps de faire tout ça? Voilà, on continue directement sur les frais de port. Bon, on a un petit aperçu également des différents niveaux de pledge, je vous laisserai un petit peu découvrir ça en détail, sachant qu'ils sont décroissants, hein. Le plus cher est en haut à 69 $ pour le jeu de base et son extension, 49 juste pour le jeu de base, 25 juste pour l'extension, etc. Vous verrez un peu par vous-même. Et donc pour le shipping, pour le Canada, 11 $ pour l'extension, 14 pour le jeu de base, 17 pour les deux, et pour l'Union européenne, c'est 12, 17, 20. Voilà pour ce qui est de Relics of Rajafihara et son extension Mantalos Revenge. Vous aimez le deck building, vous aimez la gestion de main, et surtout, vous aimez les petits poissons? Le poisson! Alors, Tournament Fishing est peut-être pour vous. Jeu de deck building pour 1 à 4 joueurs conçu par un amateur pêcheur, un pêcheur amateur, devrais-je plutôt dire d'ailleurs. Ce petit jeu vous vient de TGG Games, qui est avant tout un site de vente de jeux de société, mais qui depuis peu s'est mis à produire ses propres jeux. Récemment, vous aurez pu voir, il y a environ 6 mois de ça, Mob Big Apple, qui avait fait un joli résultat avec 1236 contributeurs. Donc, ils nous viennent cette fois-ci avec Tournament Fishing, qui est déjà financé assez largement, puisqu'il atteint 732 contributeurs à 26 jours de la fin, donc la campagne est assez longue. Alors, comme je l'ai dit, il s'agit d'un jeu de deck building, avec de la gestion de main.
Vous avez ici un petit aperçu du matériel. Vous aurez bien entendu pour objectif d'aller pêcher un maximum de poissons. Vous aurez également des appâts que vous pourrez ajouter sur votre canne pour attirer telle ou telle sorte de poisson. C'est du solo, mais c'est également compétitif, pardon, ou en coop. Vous pouvez y jouer avec donc, ces 3 modes de jeu. Et via Kickstarter, vous avez également l'opportunité d'acquérir le jeu avec sa boîte en bois du plus bel effet, il faut bien l'avouer. Après, bon, je vous avouerai tout à fait honnêtement que moi, la pêche, c'est pas un truc qui m'attire particulièrement, donc je me suis assez peu penché sur le jeu en profondeur. Mais bon, pour ce qui est des niveaux de pledge, on a le jeu de base à 40 $ pour donc, le Angler Pledge, qui coûtera 50 $ en magasin, donc vous économisez 10 $ que vous allez payer par la suite pour les frais de port, voire peut-être pour la TVA. On verra pour celui-ci si la TVA était déjà comprise ou non. Donc, 84 cartes de appât, 47 cartes de lac, ce qui, j'imagine, est en fait constitue le deck de poisson, en fait. 3D carré, dommage, je préfère les dés ronds, mais bon, bref, on s'en fout. 32 cartes combat. Je ne vais pas vous faire le détail de l'ensemble du matériel. Et puis quelques petits tokens en bois, c'est assez mignon également. Pour 55 $, vous aurez la même chose, plus l'extension Night Fishing, donc la pêche de nuit. Là encore, une petite économie de 15 $ sur le pledge, mais bon, encore une fois, certainement un petit peu plus de frais de port également. Donc l'extension pêche de nuit qui vous permet donc d'être joué en solo, mais également avec un 5e joueur donc supplémentaire. Donc il y a quelques mécanismes supplémentaires bien évidemment. 99 $, par contre, là ça devient un petit peu plus cher évidemment pour la boîte en bois. Donc c'est évidemment tout de suite beaucoup plus classe. Et donc bien sûr, cette boîte en bois va contenir l'ensemble du matériel. C'est déjà écrit à l'intérieur, j'imagine que c'est pyrogravé peut-être, ou gravé tout court, dans la boîte, l'emplacement de chacun des éléments du jeu. Donc assez classe, avec des dés eux aussi en bois, avec un renfoncement pour les logos de chacune des faces apparemment, et également un playmat pour le jeu. Donc 99 € certes, mais en termes purement matériels, ça les vaut à peu près, parce qu'un playmat coûte généralement 20 €. La boîte en bois elle-même coûte certainement plus ou moins le même prix, surtout avec la pyrogravure à l'intérieur, etc. Donc ça me semble assez normal en termes de prix, même si je trouve ça cher pour un jeu relativement léger au demeurant. Le Retailer's Pledge, ça intéresse un petit peu moins, je pense. Les add-ons, bon, Playmat, etc., si vous voulez en prendre. How to play, donc vous aurez une idée un petit peu du gameplay, mais là encore une fois, c'est dans les mentions honorables que je présente ce jeu, donc je ne vais pas présenter en détail l'ensemble du jeu non plus. Vous pourrez télécharger le livret de règles ici en anglais, mais pas de version française pour l'heure actuelle. On passe directement aux frais de port, les voici. Alors, les frais de port pour l'Europe, France-Belgique, 15 € ou 16 avec le Pledge Angler Plus, ou le all-in à 18 $. Pour le Canada, un tout petit peu moins cher, non même pas, c'est le même prix. D'accord. Et est-ce que la TVA est déjà comprise? Non, pas encore. Elle sera ajoutée pendant le Pledge Manager, donc ça vous coûtera encore un petit peu plus cher. Et le jeu devrait être livré théoriquement en juillet 2022, ce qui veut dire décembre 2022. Non, on ne va pas être mauvaise langue, mais généralement c'est le cas, il faut bien l'admettre. Voilà pour ce qui est donc de Tournament Fishing pour 1 à 4 joueurs, 732 contributeurs à 26 jours de la fin de la campagne. Donc si vous êtes amateur de pêche, ça peut être un truc sympa pour vous, même si je crois qu'il y avait déjà 1 ou 2 jeux sur la pêche qui avaient fait l'objet de campagne chez Boom Boom Games, je crois en version française, il y a 1 an ou 2 de ça. Je crois que Xavier en avait backé 1 d'ailleurs. Bref, peu importe. Allez, je vous laisse là-dessus et on entre directement dans les gros projets de la semaine, ceux que je présente un petit peu plus en détail. Allez, on passe aux gros projets de la semaine. Premier gros projet de la semaine, The Artemis Odyssey. Et ça va se coupler avec un petit coup de gueule malgré tout. 2 auteurs français bien connus dans nos contrées, Bruno Feduti et Serge Laget. Et pour l'instant, en tout cas, pas de version française. Quand même assez décevant. Mais bon, donc The Artemis Odyssey, au-delà de ça, ça reste un jeu qui a l'air assez sympa à première vue, qui est en fait une refonte de Ad Astra, qui était sorti en 2009, si je ne m'abuse, et qui maintenant, dans cette refonte, se place en tant que suite de The Artemis Project, sorti il y a quelques années.
762 contributeurs ont déjà backé le jeu, à 18 jours de la fin de la campagne. C'est un jeu qui est pour 1 à 5 joueurs, donc il y aura un mode solo, pour 45 minutes, voire un petit peu plus, mais donc une partie un peu plus courte que pour Ad Astra. C'est un jeu qui a été streamliné, donc un peu poli, amélioré depuis la version de Ad Astra de 2009. Et également un mode en équipe pour 6 à 8 joueurs éventuellement. Vous avez ici la chronologie, bien sûr, du jeu, avec d'abord The Artemis Project, dans lequel vous alliez terraformer en fait la Lune Europa, et ensuite The Artemis Odyssey, qui est donc sa suite, et dans laquelle vous allez en fait vous étendre en fait dans la galaxie, dans les galaxies alentours, grâce à ce que vous aurez fait dans The Artemis Project en fait. C'est une suite qui est, ceci dit, standalone. Vous n'avez pas besoin d'avoir joué et vous n'avez pas besoin de posséder The Artemis Project pour pouvoir jouer à Artemis Odyssey. Alors, petit aperçu du matériel, vous aurez 81 miniatures en plastique, relativement bien réalisées, même si là on les voit assez peu. Vous aurez également des game trays si vous prenez la version Deluxe du Kickstarter, le tout pour 65 $. Vous aurez une version un peu moins chère également de base, qui sera vendue également en magasin, mais si vous voulez la version Deluxe, elle vous coûtera 65 $, et à mon avis, elle les vaut en comparaison avec la version de base, qui est dépourvue de miniatures, dépourvue de game trays, et qui coûte uniquement 10 $ de moins. Donc, ça les vaut, je pense. Passons. Un peu plus bas, voilà un petit aperçu des différentes miniatures, relativement jolies, assez bien réalisées. Vous aurez également les 9 étoiles, les 9 systèmes dans lesquels vous pourrez vous orienter, les 42 planètes qui les composent, ensuite 150 cartes de ressources, 17 cartes d'alliés, enfin d'artefacts, des cartes de singularité, etc. Ensuite, les trays, donc de chez Game Trays, qui à eux seuls, en général, dans une campagne, ajoutent 15-20 $ de valeur pure au jeu, en fait, à l'édition Deluxe en général. Là, c'est le cas en tout cas, pour un rangement simplifié et une installation simplifiée également. Là, un point sur ce qui n'est pas dans la version magasin, donc assez intéressant. Déjà, le UV Spot ne sera pas sur la boîte, donc il n'y aura pas ce petit effet de reflet. Ensuite, pas de miniature, ce sera remplacé par des tokens en bois. Pas de miniature 3D non plus pour le jeton de premier joueur, qui sera remplacé par un petit jeton quelconque, un cylindre en bois. Et puis pas de game trace. Donc je pense que tout ça, donc les miniatures, bon, le Ivy Coat, on s'en fout un peu. La miniature de premier joueur, on s'en fout un petit peu également, mais les miniatures plus les game trays, ça fait largement, enfin, ça légitime largement les 10 $ supplémentaires de l'édition Deluxe. Donc voilà ici l'édition Retail, 55, l'édition Deluxe, 65, qui me semble la meilleure des deux si vous êtes vraiment intéressé par le jeu. Ensuite, le bundle pour prendre le jeu plus The Artemis Project, donc son prédécesseur, pour 130 $. Et ensuite, pour seulement 5 backers, je pense que c'est déjà acheté de toute façon, l'opportunité de mettre la main sur un prototype. Bon, c'est pas non plus hyper intéressant, c'est plutôt collector qu'autre chose. Pas de stretch goal dans cette campagne. Petit point sur le gameplay. Donc, vous connaissez un petit peu, peut-être si vous avez déjà joué à Ad Astra, il s'agira en fait de planifier vos actions. Vous allez chacun jouer une carte sur sa face cachée, et tous en même temps, on va retourner notre carte pour aller dévoiler l'action que nous allons faire sur ce tour. Vous voyez ici, donc planification d'action, en espérant que les autres ne choisissent pas les actions qui vont nous gêner, etc. Ensuite, on va produire des ressources, donc il y aura une certaine idée de gestion de ressources. Ensuite, du voyage d'un système à un autre, d'une étoile à une autre, en visitant des planètes pour aller les terraformer, etc. On va établir des industries, des usines sur d'autres planètes lointaines. Ensuite, il y aura aussi une sorte comment dirais-je, de gestion, de négociation entre les joueurs pour s'échanger différentes ressources. De la construction, comme j'ai dit, sur les planètes lointaines, vous allez construire des bases, des usines, des industries, etc. Et puis ensuite du scoring, tout simplement, sur la petite piste que vous ne voyez plus ici, mais que vous voyez un petit peu en bas ici avec les points, différents moyens de scorer. Le livret de règles est évidemment disponible, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, pas de français, malheureusement, malgré que ce soit 2 auteurs français. Vous pourriez éventuellement essayer le jeu également sur Tabletop Simulator pour vous faire une idée, avant de backer ou non.
là, un petit tour sur les différentes critiques. Bon, en même temps, je ne passe jamais vraiment de temps dessus parce que c'est assez peu intéressant. Toutes les critiques sont généralement plutôt positives, hein, sinon les éditeurs ne la postent pas sur leur campagne. Ensuite, les frais de port. Alors, les frais de port pour l'Europe, Belgique, France, on est sur du 25 $, ce qui est assez cher en frais de port pour un jeu qui coûte 65 $. Par contre, si vous voulez prendre ce jeu-ci plus le jeu précédent, donc Artemis Project, ça ne fait que 2 $ supplémentaires. Donc, ce serait un petit peu plus rentable, mais pour ça, il faut déjà acheter le jeu supplémentaire aussi à 65 $. Donc, finalement, tout bien réfléchi, je ne sais pas trop. Mais bon, c'est un petit peu cher en frais de port. Les taxes sur la valeur ajoutée seront calculées à la fin de la campagne et seront ajoutées dans le Pledge Manager. Donc, pour l'instant, la TVA n'est pas incluse. Donc, attention à ça aussi. Voilà pour The Artemis Odyssey, qui a l'air d'être un jeu intéressant, pas révolutionnaire, hein, ce n'est pas un truc qui m'intéresserait outre mesure, je n'aurais pas backé, mais raison de plus de ne pas backer, le fait qu'on n'ait pas de version française pour un jeu pourtant créé par deux Français. On passe au projet suivant. Allez, le gros morceau de la semaine, enfin l'un des gros morceaux de la semaine, puisqu'il s'agit de Hagemonia, par l'éditeur de Eclipse au passage, hein, Eclipse qui avait fait un gros succès, donc voilà, les revoilà avec cette fois-ci Hagemonia, qui pourtant fait une première semaine assez moyenne, on va dire, hein, 1142 contributeurs, c'est pas phénoménal, à 10 jours de la fin. Peut-être aussi parce que le prix d'entrée est relativement cher. Alors c'est un jeu d'aventure en coop avec une direction artistique très soignée, très jolie. Pour peu qu'on aime l'heroic fantasy, c'est très très bien réalisé. C'est également un jeu qui est hautement scénarisé. Vous aurez une tonne de scénarios dans votre campagne avec malgré tout une rejouabilité, hein, ce ne sera pas un one-shot. Donc beaucoup de scénarios, beaucoup de rencontres, beaucoup de chemins qui s'ouvrent à vous. Vous aurez d'ailleurs un scenario book ici avec donc des différents embranchements selon les cartes de story, d'histoire ici, que vous pourrez tirer. Et les choix que vous ferez impacteront la suite de votre aventure. C'est un jeu qui peut, dans ses mécanismes, vous rappeler un petit peu le Seigneur des Anneaux avec Journey to Middle-earth. Je ne connais pas le titre français que vous aviez pourtant. Les Voyages en Terre du Milieu, je crois. Ça doit être ça. Donc pour 1 à 4 joueurs. Par contre, je crois que j'ai raté les... Voilà, c'est ça. 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes par partie pour 10 ans et plus. Donc apparemment, en termes de complexité, ça ne doit pas être ultra compliqué, puisque c'est pour 10 ans et plus quand même. Avec masse de miniatures si vous le voulez, mais ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Regardons un petit peu ça plus en détail. On passe aux pledge levels d'entrée, on verra un peu plus le reste de la campagne par la suite. Le Core Game Pledge, donc le jeu de base uniquement pour 99 €, avec un petit tampon très années 90, je trouve, aux États-Unis. For only $99. Bon, bref, c'est pas, je dirais pas only, c'est quand même un prix, quoi, 100 $, c'est pas rien. Mais c'est vrai que pour compte tenu du matériel présent ici, c'est pas non plus du vol, mais c'est quand même pas donné. Sachant que le jeu coûtera 130 €, c'est pas des dollars, excusez-moi, 130 € en magasin. Donc vous faites quand même une jolie économie de 30 € sur le jeu, mais bon, vous aurez les frais de port, etc. Donc finalement, c'est pas forcément extraordinairement rentable, mais c'est bien de faire un geste pour justement essayer de ne pas trop impacter les backers sur les frais de port notamment. Alors, ensuite, vous aurez également un pledge pour les miniatures de monstres. Donc, vous aurez l'opportunité de les prendre en miniature ou, je crois, en standees. Si vous les voulez en miniature, ce sera 69 € supplémentaires contre 80 en magasin. Ensuite, les héros, justement, parlons un petit peu. Les héros viendront d'entrée de jeu avec des plateaux à double épaisseur, ce qui est plutôt un plus. Les héros que vous serez amenés à contrôler seront bien évidemment légèrement asymétriques, hein, donc auront des capacités différentes les uns des autres. Vous pourrez les équiper de différentes choses pour les améliorer. Ensuite, vous aurez également une miniature par héros et un storybook pour chaque personnage également contrôlable. Ensuite, voici les 6 héros que vous pourrez contrôler. Donc Draenach, Lunara, Matayam, je ne sais pas très bien, Thorax, mais également Venia et Tsuvasai. Chacun donc une classe particulière, un item, donc un équipement de base différent également, et donc quelques spécificités propres à chaque personnage
avec encore une fois donc, un artwork très joli, très léché. Ensuite, le monde qui s'offre à vous, alors on a un monde assez vaste et en plus de ça, il évoluera au fur et à mesure de votre campagne, sachant que comme de plus en plus de jeux, notamment ceux de Ryan Locat, le plateau est en fait un livret. Donc vous voyez ici que la carte, enfin la map monde, est placée en fait, sur la table, mais est un livret en fait, hein, que vous ouvrez et chaque nouvelle page est un «nouveau niveau» entre guillemets. Ensuite, bah, vous voyez ici un peu certains lieux qui rappellent dans leur découpage un petit peu, encore une fois, la journée, dans les terres du milieu, donc du Seigneur des Anneaux, que j'ai mentionné plus tôt, avec 25 scénarios, enfin 25 cartes dédiées chacune à plusieurs scénarios, j'imagine. Ensuite, voilà, on vous parle un petit peu des monstres qui seront soit en standees, soit en miniature, sachant qu'en add-on, vous aurez aussi l'opportunité de les prendre en version Sundrop, donc pour un plus bel effet visuel. Là, on vous parle du storytelling, donc gros storytelling avec 400 cartes d'histoire qui vous emmèneront ensuite dans le livre de scénario, avec plusieurs sorties selon vos choix, selon les tests et les résultats de vos tests, donc tests de dés, hein, bien évidemment, comme dans les jeux de rôle, vous aurez différents résultats, différentes conséquences. Donc en soi, une thématique et des mécanismes de base qui ne sont pas spécialement révolutionnaires, mais un lore, un monde qui lui, pour le coup, est assez est nouveau en fait, hein, c'est conçu pour le jeu. Il est même tellement détaillé qu'ils en ont fait un storybook à part entière, en add-on. Les retours des différents vidéastes, on s'en fout un peu. Vous aurez également l'opportunité de prendre le pledge donc, du jeu de base plus les minis pour 149 € au lieu de 209. Là, ça commence à faire des économies assez conséquentes, même si pour ça, pour en bénéficier, il faut dépenser encore plus, bien évidemment, c'est la logique. Et puis ensuite, vous aurez en add-on la possibilité de prendre des pièces en métal, le livre, l'artbook, le storybook que j'ai mentionné un peu plus tôt pour 10 €, un set de dés supplémentaires pour 5 €, des sleeves pour 35 et ensuite l'éventualité l'opportunité de prendre le Sundrop pour toutes les miniatures pour 10 €, 40 € ou 50 €, selon si vous prenez ça pour le pledge de base, pour le jeu de base uniquement, mais pour les minis, c'est 40 et si vous prenez les deux ensemble, c'est 50. Ça commence à faire très cher par contre. Et enfin, le all-in de la mort qui tue pour 200 € au lieu de 324. Alors certes, une grosse économie, mais ça coûte quand même un bras et un orteil. Alors bah, vous avez l'ensemble du truc, avec bien entendu également les pièces en métal, les sleeves, les dés, etc. Ensuite, on a aussi dans ce qui s'apparente à des stretch goals, des riddles, comment dit-on en français? Des mystères, disons, oh, j'arrive pas à trouver le mot, des puzzles, disons des puzzles, des mystères, des énigmes, voilà, ça me revient, que vous aurez loisir de résoudre pour pouvoir ajouter un petit peu de matériel, un petit peu de nouveauté au jeu. D'autres vidéastes, des stretch goals véritables, là, avec de nouveaux matériels, de nouvelles miniatures, de nouveaux monstres, de nouvelles cartes de scénario également. Sachez que vous aurez également une application compagnon pour vous faciliter un petit peu le jeu. Apparemment, ce ne sera pas trop envahissant, donc vous pourrez apparemment peut-être même jouer sans, si j'ai bien compris. Mais je ne suis pas sûr, hein, je n'ai pas bien vérifié ça tout à l'heure, donc prenez ça avec des pincettes encore une fois. Tout ça, ce n'est pas encore débloqué de toute façon. Le jeu est déjà disponible sur les deux plateformes habituelles, à savoir Tabletopia et Tabletop Simulator, donc vous pourrez tester. Pas de version française pour l'instant en tout cas. Oui, c'est ça. Donc j'avais bien raison pour ici pour l'appli, elle n'est pas nécessaire pour jouer, elle est optionnelle. Mais apparemment, elle facilite quand même pas mal le jeu. Elle va contrôler, comment dirais-je, contrôler et gérer pas mal de choses pour vous durant votre partie. Passons directement au shipping, donc les frais de port. Pour le Canada, on est sur du 29, 34, 42, 46 selon votre pledge, donc le pledge des miniatures, le pledge de base, le pledge qui contient les deux ou le all-in. Pour l'Europe, donc Belgique et France, oui, c'est dans le même créneau, donc 25, 29, 38, 42. Et pour chez nous, juste par curiosité, parce que ça pourrait être un jeu qui intéresse Clavé, même si je ne pense pas qu'il le backera pour autant,
Ce sera 29, 34, 42, 46, donc pas tellement différent au final. La TVA est déjà incluse dans les pledges, donc vous n'aurez pas de TVA supplémentaire à ajouter. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable. Parce que compte tenu du prix du jeu de base, c'est quand même ça de bien en moins. Donc voilà pour Hagemonia. Je n'ai pas pris trop de temps finalement pour le présenter. Il vous reste 18 jours et l'opportunité d'aller le tester directement sur Tabletopia ou Tabletop Simulator. 1142 contributeurs, ce n'est pas un énorme succès pour l'instant compte tenu des attentes qu'il y avait autour du jeu. Allez, il nous reste 3 projets, mais d'abord, je dois ressortir pour bosser un petit coup et je reviens terminer la vidéo après. A tout de suite. One eternity later. Bon, je suis de retour. Je suis bien claqué par le boulot pour tout vous avouer. Mais on est reparti, on a encore 3 jeux à traiter, donc on y va. On commence, le premier des 3 derniers projets à présenter. Il s'agit de Solar Sphere, qui nous vient de Dranda Games, qui a déjà apparemment 2 projets à son actif. Le premier ayant été Solar Storm, qui est en fait le prédécesseur de Solar Sphere. C'était un jeu coopératif, alors que Solar Sphere sera un jeu compétitif, mais c'est dans le même univers en gros. Hein. Je crois que c'était déjà il y a un petit bout de temps, me semble-t-il, hein, d'ailleurs. C'était quand ça? Allons voir juste par curiosité. 2019, oui, ça fait quand même à peu près 2 ans. Et donc ils nous reviennent cette fois avec leur deuxième jeu, à savoir Solar Sphere, avec quand même un joli nom. On le verra un peu plus bas dans la campagne, mais il y a un joli nom qui a participé aussi au jeu, même si ce n'est pas le concepteur du jeu, il a participé assez grandement au développement du jeu. Alors comme vous le voyez, on est sur un jeu de science-fiction, pas du 4X, même si la couverture pourrait le laisser penser. En fait, il va s'agir d'un jeu où on va essayer de construire une sphère sur la surface solaire pour pouvoir bénéficier de l'énergie solaire pour le bien de l'humanité, en gros, même si vous pouvez vous douter, via ce que vous voyez ici sur l'écran, qu'il ne s'agit pas uniquement de l'humanité, bien entendu, mais ceci dit, tout ne se passera pas aussi simplement, puisque la résistance sera là pour essayer de vous en empêcher. Alors, il s'agit d'un jeu pour 2 ans et plus, des parties de 80 minutes, avec des joueurs, un compte de joueurs de 1 à 5. Donc, il y aura un vrai mode solo, et vous pourrez jouer jusqu'à 5 joueurs. Il y a une petite astérisque, mais pour l'instant, je ne vois pas trop à quoi il correspond, on verra peut-être plus tard. Ça se déroule donc 10 ans après Solar Storm, qui était donc le jeu coopératif. Cette fois-ci, il s'agira plutôt d'un jeu compétitif. Il y aura beaucoup de dés, mais ça, on verra les mécanismes un petit peu plus tard. Il s'agira aussi de combattre la résistance, de maintenir le moral de votre troupe, en gros, de votre équipage plutôt, devrais-je dire, mais également d'utiliser des drones et de construire donc la sphère solaire que vous voyez en partie ici. Il y aura aussi toute une partie de recrutement d'équipage, de membres d'équipage en tout cas, bénéficiant chacun d'une action particulière ou d'un effet particulier qui pourra simplifier à l'avenir votre évolution vers votre objectif ultime de la victoire, en gros, pour résumer très simplement. Bref, what's in the game? Donc, qu'y a-t-il dans le jeu? Bon, vous voyez ici le plateau central qui concerne tous les joueurs et qui contient donc 19 espaces de tuiles et qui vous permettra donc de construire cette fameuse sphère solaire pour en retirer l'énergie. Chacune des tuiles que vous y poserez aura d'ailleurs un effet différent. Vous voyez déjà des petits logos de dés également, puisqu'on sera amené à poser éventuellement des dés. C'est un jeu essentiellement basé sur du jet de dés et de la pose de dés, hein. D'ailleurs, on le verra par la suite. 4 plateaux de commandes avec là encore des dés. Il s'agira de poser les dés également pour faire des actions. Ensuite, 48 cartes d'équipage, un tas de petits tokens, de marqueurs, etc. en tout genre. Des cartes de résistance, des jetons de marqueurs de morale pour maintenir le moral de votre équipage, donc, je disais. Vous aurez également l'opportunité de prendre une version un peu élargie avec une extension, la voici d'ailleurs, pour 68 $. Donc le jeu de base plus l'extension. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas donné le prix du jeu seul, 45 $. Donc il vous faudra rajouter 23 $ supplémentaires pour aller prendre l'extension avec. L'extension contient des petits robots en meeple, enfin des meeples de robots devrais-je plutôt dire, les cartes qui vont avec, et puis un plateau secondaire qui vient s'ajouter au plateau de base. Un plateau supplémentaire qui vous permettra de jouer à 5 joueurs, c'est, je pense, ça l'astérisque qu'on a pu voir en haut de la campagne. Il vous faut prendre l'extension pour pouvoir bénéficier de cette possibilité de jouer à 5 joueurs. Des ressources en plus pour ce fameux 5e joueur également, pareil pour le moral, etc. Quelques tuiles supplémentaires également, et puis également des cartes solo supplémentaires.
Le Kickstarter Pack, il viendra grossir au fur et à mesure de la campagne. Tous les stretch goals ne viendront pas le compléter, mais certains sont directement dans le Kickstarter Pack, apparemment, si j'ai bien compris. Mais j'avoue que entre la pause de tout à l'heure et maintenant, j'ai oublié pas mal de détails et je suis trop claqué pour aller rechercher à nouveau. Mais bon, en gros, il va certainement s'agrandir au fur et à mesure. Pour l'instant, on a donc des meeples de vaisseaux spatiaux et des cartes qui vous permettent de commencer la partie avec une certaine asymétrie, des capacités différentes. Donc, pour ceux d'entre vous qui apprécient l'asymétrie, vous pourrez éventuellement débuter la partie directement avec des pouvoirs asymétriques, ce qui est toujours assez sympa également. Les stretch goals, vous les voyez ici, on ne va pas trop passer de temps, on fera un petit point sur les stretch goals la semaine prochaine pour le suivi de la campagne plutôt. Là, vous avez un petit aperçu de comment se joue le jeu. Vous avez votre plateau individuel, les dés que vous allez apposer sur certaines actions pour influer votre morale ou pour faire d'autres actions, évidemment. Ensuite, des cubes de marqueurs et une partie de votre équipage que vous allez recruter avec chacun. Vous voyez ici un exemple, une action particulière, également des ressources nécessaires peut-être pour les recruter. Je ne suis pas rentré dans les détails non plus là-dessus. Pour ce qui est des mécanismes essentiels, il y en a 4 principaux. Le placement de dés, comme vous l'avez vu, le engine building, donc la construction de moteurs qui débouche sur une gestion de ressources, et puis enfin, du contrôle de territoire via la sphère solaire que vous êtes amené à construire. Chacun va aller poser des tuiles sur la sphère solaire sur un même plateau, mais il s'agira de contrôler plus ou moins ce plateau central du Soleil. On vous dit qu'il s'agit d'un jeu hautement thématique, que chaque action est, comment dirais-je, imbriquée dans la thématique du jeu. On a des drones multi-usages, mais bon, ça bref. On a cette petite mécanique de morale de l'équipage qui va être important. Certaines actions feront baisser leur morale, ce qui fera aussi baisser peut-être leurs compétences, et au contraire, certaines actions renforceront leur morale. Le mode solo a été conçu par David Digby, mais on y reviendra un peu plus tard. C'est apparemment un vétéran du mode solo qui design, entre guillemets, qui réalise des modes solo pour différents jeux, y compris Distilled récemment. C'était il y a 2 mois environ, je crois, Distilled, qui avait un très très joli résultat sur Kickstarter. Là, on s'oriente vers un jeu medium heavy, donc en gros du 3, 3.5 sur BGG, j'imagine. Ensuite, vous avez un petit how to play, donc pour vous détailler un petit peu les différentes mécaniques à mettre en œuvre pour jouer, avec le tour détaillé. On aura donc une phase de jet de dés et de placement de dés pour récupérer du moral ou autre chose. Ensuite, on accomplira différentes actions via la pose de dés. On ira déployer nos vaisseaux spatiaux, utiliser nos drones, recycler nos drones évidemment aussi pour pouvoir récupérer certains bénéfices ou les redéployer vers autre chose. L'action de recruter de l'équipage, donc, recruter les différents membres d'équipage moyennant finances pour bénéficier de leur action, et puis également l'action de construire cette fameuse sphère sur le Soleil pour pouvoir en retirer l'énergie, avec là encore, vous le voyez, tout un tas de ressources nécessaires et d'effets en fonction des résultats des jets de dés, j'imagine. Je ne suis pas trop rentré dans les règles pour tout vous avouer. Vous imaginez bien que quand on fait une semaine avec 30-35 projets, on ne va pas se taper toutes les règles non plus, surtout parmi les jeux qui nous intéressent un peu moins. Bref, cessons de nous justifier. Ensuite, il y aura donc cette résistance que j'ai mentionnée un peu plus tôt, cette résistance qui viendra essayer de vous empêcher de construire la sphère solaire. Bon, généralement, quand on parle de résistance, c'est toujours plus ou moins positif. Quand on parle de résistance dans la fiction, dans la SF, on pense tout de suite à Star Wars. La résistance, c'est plutôt les bons, les gentils. Ici, apparemment, c'est ceux qui viennent vous faire chier, qui vous empêchent de construire la sphère solaire. Il faudra donc de temps en temps les débouter en fait, pour qu'ils ne vous dérangent pas. En fait, apparemment, ce ne sera pas forcément une obligation, mais parfois, vous ne pourrez pas y couper. Vous aurez différentes factions également. Alors là, Johnny Pack, voilà, c'est ça que je voulais mentionner. Je vous parlais un peu plus tôt d'un joli nom qui participe au développement du jeu. Ce n'est pas le créateur du jeu, mais Johnny Pack a participé au développement de Solar Sphere. Sachez quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas le nom, je pense que vous connaissez certainement les jeux, mais peut-être pas les noms. Johnny Pack a créé Merchant's Cove, qui est donc la baie des marchands, mais également Coloma, et il a également participé au développement de jeux comme Endless Winter, qui avait fait un énorme succès sur Kickstarter il y a quelques temps. Ensuite, petit détail sur l'extension des robots, on ne va pas trop s'apesantir là-dessus.
Le mode solo, donc j'en parlais tout à l'heure avec David Digby, qui est donc un vétéran du mode solo, de la création de mode solo. Il a bossé sur celui de Chocolate Factory, Tinner's Trail, qui était un jeu de Martin Wallace dont il a fait le solo, et donc plus récemment Distilled. Le solo est présenté rapidement également. Il est apparemment assez simple à gérer, hein, ce n'est pas quelque chose qui vous demandera beaucoup de manipulation. Et il disposera également de 3 niveaux de difficulté. Ensuite, bon, quelques critiques, le livret de règles disponible. Également, vous pouvez tester le jeu directement sur Tabletop Simulator durant l'ensemble de la campagne pour vous faire une idée, si toutefois vous n'êtes pas trop récalcitrant à la langue de Shakespeare, hein. Le module n'est pas en français, je pense, hein. Je n'ai pas vérifié, mais en général, c'est le cas. Ensuite, de toute façon, il n'y a pas de version française, donc la question est vite vue. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Donc, on va passer directement aux frais de port. D'abord, un petit tour, c'est vrai, sur les récompenses, les rewards. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, 45 pour le jeu de base, 68 pour le jeu de base plus son extension, 87 si vous voulez la dernière chose, plus le playmat en néoprène, j'imagine, ou alors un dernier pledge à 137 $ pour avoir les 2 jeux, plus un tapis de jeu pour chacun des deux. Donc les 2 jeux, ça veut dire donc le jeu plus son extension, plus Solar-Storm, donc son prédécesseur, qui était un jeu coopératif, hein, rappelons-le. Ensuite, on va passer cette fois-ci, comme je le disais, au shipping, donc aux frais de port. On a 3 zones européennes, j'imagine que la France, oui c'est ça, c'est la première zone. Donc pour la zone 1, ce sera donc 8, 8, 10, 11. Donc des frais de port relativement honnêtes, hein. Ce n'est pas spécialement onéreux. Reste à voir si la TVA est incluse ou non, on va regarder ça tout de suite. Alors, non, pas de TVA à ajouter pour ceux qui disposent du badge Customs Friendly, et on a vu tout en haut qu'on a le macaron pour l'Union européenne. Donc vous n'aurez pas de TVA à ajouter par-dessus, et en plus de ça, les frais de port sont plutôt sympas. Après, le jeu ne m'intéresse pas outre mesure, moi, donc je ne vais pas baquer, mais si vous êtes intéressé par le projet, je pense que c'est un jeu qui vaut le coup en termes de finances, vous ne prenez pas de risque, hein, en tout cas. A priori, ça a l'air quand même d'être un assez joli projet. Le suivant, c'est Shazen avec son extension standalone, extension slash standalone, Azadi. Alors, Shazen, vous connaissez peut-être, il était passé sur Kickstarter il y a de ça, je dirais 2 ans, un peu moins de 2 ans peut-être, 1 an et demi. On va aller le voir rapidement. Ce jeu qui vous rappellera certainement quelque chose. Si vous l'avez vu, vous vous en rappellerez certainement. La boîte était très particulière, la direction artistique, mais également la thématique très très particulière. Il s'agissait d'un jeu de politique compétitif où on cherchait tous à prendre le pouvoir. C'est donc une campagne qui a été effectuée en juillet-août 2019, donc il y a 2 ans. 2 ans déjà, le temps passe vite. Donc, Shazen Political Strategy Board Game était donc un jeu de politique compétitif où vous cherchiez à prendre le pouvoir face à vos adversaires. Ici, Zain Memon, donc, qui avait mené la campagne, nous revient avec Shazen Azadi, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, une extension, mais aussi un standalone. Donc, vous pourrez jouer au jeu avec le jeu de base ou sans, selon votre niveau de pledge toutefois, comme vous allez le voir très rapidement. Alors, justement, le pledge qu'on vous présente en début de campagne, même si bon, je ne comprends pas très bien pourquoi c'est le seul qu'on vous présente en haut de campagne, c'est le standalone, justement. Avec ceci, pour 125 $, vous pourrez jouer au jeu sans avoir besoin du jeu de base. Donc c'est un standalone ici, hein. Pour 125 $ par contre. Alors oui, Shazen, déjà le jeu de base coûtait assez cher, son extension coûte également très cher, et le standalone c'est encore pire. L'extension coûtera 99 $, je vous le dis tout de suite, c'est-à-dire autant que le jeu de base il y a 2 ans. Par contre, si vous voulez le standalone Azadi, il vous coûtera 125 $ pour quelques plateaux, quelques player mats, des néoprènes, 5 néoprènes, 120 ressources, enfin 120 tokens de ressources, des cartes, des cartes, des cartes, des cartes, des cartes. Bref, c'est beaucoup, beaucoup de cartes, comme vous pouvez déjà le voir, quelques ressources, des tapis de néoprène. 125 $, c'est quand même très, très cher, il faut être honnête. Après, il y a les stretch goals qui viennent s'ajouter à ça, certes, mais quand même. Alors, descendons un petit peu. Donc, Azadi, le nom de cette extension, signifie en persan, en perse, en persan, en perse. Bref, ça signifie donc liberté, indépendance. Et donc, pourquoi on vous le précise? Parce qu'en fait, ici, dans le scénario que vous propose Azadi, on vous met en fait ici une petite explication, un peu de lore. Depuis plusieurs générations déjà, votre peuple
et sous les chaînes du servage, de la servitude, en fait en esclavage plus ou moins, hein, sous le joug d'un tyran, oppressé, mis sous silence et colonisé. Mais la révolution est imminente. Il vous faut maintenant renverser les impériaux et prendre Azadi, donc prendre votre liberté, prendre votre indépendance, en gros. Mais ici, la grande différence avec le jeu de base, qui était donc un compétitif, c'est que Azadi est un semi-coop. Il vous propose donc de coopérer ensemble jusqu'à 4 joueurs, si je ne me trompe pas, pour aller chercher cette liberté, cette indépendance, mais semi-coop, ceci dit, puisqu'à la toute fin, il y aura l'instauration d'une démocratie et donc d'un vote pour choisir le futur dirigeant. Et donc, à la fin, un seul des concurrents, un seul des joueurs autour de la table l'emportera et deviendra le futur dirigeant de cette nouvelle démocratie, de ce nouvel État, si je puis dire. Alors, passons maintenant. Shazen, donc on vous présente un petit peu rapidement le système de jeu, les mécanismes de Shazen. On ne va pas trop prendre de temps là-dessus, puisqu'en plus, vous pourrez le jouer en standalone, donc il n'y aura pas forcément besoin d'avoir le jeu de base. Mais en gros, vous avez ici tout un tas de petits picots que vous allez incorporer à la map centrale, map qui va être différente à chaque partie d'ailleurs, en tout cas sur cette nouveauté standalone et extension. Et chacun d'entre vous va contrôler donc un personnage différent, et vous allez ajouter ces petits picots sur la carte pour avoir une sorte de contrôle de territoire, d'influence sur le vote. Bon, ça, en tout cas, c'est plutôt pour l'extension. D'ailleurs, vous le voyez ici, pour Azadi, vous allez jouer une carte au début qui va vous permettre de construire une carte avec ces fameux picots et qui va être amenée à changer d'une partie à l'autre. Ensuite, vous aurez des... Voilà, le GIF s'active automatiquement une fois que je passe à autre chose, bien évidemment. Ensuite, vous aurez des tokens de dissidence. Selon vos actions, vous gagnerez certains tokens. The Act of Killing. Plus vous deviendrez puissant, plus les impériaux essaieront de prendre des représailles, des actions de représailles, et donc seront féroces à votre encontre. Ensuite, vous aurez l'opportunité de gagner ces petits tokens qui s'appellent des tokens de Legacy. En fait, c'est votre héritage politique, les actions que vous allez mener contre l'Empire, entre guillemets, contre le dictateur, contre le tyran, vous feront gagner certaines récompenses de Legacy. Et à la fin, ça participera à votre, comment dirais-je, votre potentiel électoral pour l'emporter au vote final, une fois que la démocratie est instaurée. Et Edge of Democracy, on vous dit que une fois que vous aurez saisi, attrapé l'indépendance, enfin acquis l'indépendance, donc le Azadi, ce sera bien sûr un moment de célébration, de fête, mais ensuite, il y aura encore beaucoup de travail, c'est à reconstruire la nation, cette nouvelle nation souveraine, et donc en élisant un dirigeant parmi les différents joueurs autour de la table. Vous avez déjà le livret en anglais, pas de version française malheureusement pour Shazen. Et pour ceux qui parlent anglais ou qui ne sont pas trop allergiques à l'anglais en tout cas, vous aurez également une version Tabletop Simulator pour aller tester le jeu, sachant qu'ici il est précisé Shazen, pas Shazen Azadi. Donc je ne sais pas si l'extension elle-même est également disponible sur Tabletop Simulator, je n'ai pas pris le temps d'aller vérifier, à vous de voir, mais en tout cas, Shazen est déjà un ovni ludique en soi. Je ne dis pas que je l'ai testé, mais ne serait-ce qu'en termes de direction artistique, de thématique, mais également dans certains mécanismes, pardon, c'est un ovni qui a été très très bien reçu d'ailleurs sur BGG. Je crois qu'il tourne autour de 8.0 sur le jeu de base, ce qui est une excellente note moyenne. Alors, voilà, on arrive sur les différents niveaux de pledge. C'est pour ça que je ne comprenais pas que le premier pledge était présenté tout en haut alors que les autres arrivaient en dessous. Bref, peu importe. L'extension. Alors attention, ici, on parle uniquement de l'extension, pas du standalone. Si vous prenez ce pledge à 99 $, vous aurez besoin du jeu de base. Donc, vous aurez donc tout ce matériel-là, énormément de cartes, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors oui, ça fait beaucoup de cartes, ça fait quelques néoprènes assez petits, visiblement, quelques ressources en tokens de carton, tout ce qu'il y a de plus basique, et c'est tout. Donc, énormément de cartes. Oui, quelques néoprènes de taille assez minime, donc visiblement moins cher que des maths qu'on a l'habitude de voir en général, et tout ça pour 99 $. C'est quand même assez chéro, je trouve. C'était la même chose pour le premier jeu d'ailleurs, mais en termes de contenu matériel pur, hein, ça me semble un petit peu cher quand même. Alors, peut-être que les stretch goals vont venir ajouter de la valeur, comme toujours, au jeu, mais quand même. Ceci dit, il faut quand même noter que dans l'extension Azadi, mais bon, ça fait partie des cartes, ça ne rajoute pas en soi de la valeur, vous aurez également des scénarios inspirés de faits historiques qui sont assez intéressants.
qui viendront vous rajouter un petit peu de rejouabilité également pour différents scénarios. Par exemple, ici, l'indépendance du sud-est asiatique en 1947, ou encore la révolution égyptienne de 2011, donc le printemps arabe, j'imagine, hein. La révolution américaine de 1776, mais également la révolution russe bolchevique de 1917. Et il y en aura d'autres un peu plus bas d'ailleurs. Donc, divers scénarios, ils seront assez intéressants à pouvoir rejouer. Mais bref, tout ça pour dire quand même que malgré tout, à la vue seule du matériel, c'est un petit peu chéro quand même. Ensuite, on revient sur le standalone présenté tout en haut de la campagne. Bon, la mise en page est un peu étrange, je trouve. Le standalone cette fois-ci. Donc vous avez Azadi standalone. Celui-ci, vous pouvez le jouer sans le jeu de base. Et donc il viendra accompagné du nécessaire déjà inclus dans le jeu de base pour pouvoir jouer en standalone. Plus également tout ce qui a été déjà vu préalablement pour 125 $. Bon, ça ajoute 26 $ supplémentaires. Pour le matériel qui est ajouté, j'ai envie de dire pourquoi pas. Là-dessus, je ne me plains pas. Mais par contre, le 99 $ de base était un petit peu cher. Donc finalement, les 125 le sont un petit peu aussi. Bref. Vous aurez également l'opportunité de prendre le jeu de base pour 99 $ également, avec 4 decks de campagne différents. Vous avez ici la présentation du matériel avec les idéologues, les ressources, les cartes, etc. Et puis enfin, oui, c'est vrai qu'il y a la version retail avec comment dire, toutes les upgrades de matériel supprimées, donc pour un jeu un petit peu moins cher, mais 19 $ de différence. Est-ce que bon, ça vaut vraiment le coup? À vous de déterminer, à vous de faire votre choix là-dessus. Et vous pouvez également prendre le all-in, à savoir Shazen et Azadi, donc l'extension plus le jeu de base, pour 190 $. Alors comme vous le voyez, il n'y a aucune ristourne là-dessus, hein. Le jeu de base était 99 $, l'extension aussi, donc bon, couplé, ça fait 198 $. C'est pas spécialement intéressant financièrement, mais bon, c'est l'occasion de prendre le jeu de base et son extension. Donc après tout, pourquoi pas, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite ristourne, ne serait-ce que 10 $ par exemple. Ensuite, vous aurez des booster packs pour encore plus de rejouabilité. Ensuite, d'autres add-ons. Vous aurez ici Shazen Fall of the Republic, qui vient reprendre le scénario de la Rome antique 40 avant Jésus-Christ, avec des cartes très jolies, un peu dorées. Le matériel viendra dans sa petite boîte séparée, hein, d'ailleurs. Shazen UK pour la campagne du Brexit également, 2019-2020. Intéressant, c'est très proche de nous, très contemporain. Et puis également une sorte de add-on pour un mode 2 player, un mode 2 joueurs, puisqu'apparemment ça ne doit pas être jouable à 2 joueurs en l'état. Donc il faut certainement ce petit add-on en plus. Ouais, là on vous présente un peu tous les mécanismes qui viennent s'embriquer pour ce jeu. J'en ai déjà parlé brièvement, je ne vais pas revenir dans le détail. Si vous n'êtes pas trop allergique à l'anglais, vous pouvez y aller faire un tour. Mais bien sûr, si vous voulez plus de détails, si vous estimez que je suis passé un petit peu trop rapidement, ce qui est légitime parce que je suis claqué, donc j'ai envie d'aller vite, si vous voulez plus de détails, dites-le moi en commentaire, je prendrai un peu plus de temps pour vous présenter ça en détail la semaine prochaine. Pas de souci, dites-le moi, n'hésitez pas. En attendant, les frais de port, les voici. Alors, les frais de port pour l'Union européenne, ça va coûter assez cher, 35 $. Ceci dit, il n'y a pas de précision ici, donc je peux penser légitimement que si vous prenez juste l'extension ou le jeu de base plus l'extension, bah, c'est les mêmes frais de port au final. Donc, bon, si c'est juste l'extension, 35 $, c'est un peu cher. Si c'est l'extension plus le jeu de base, le all-in en gros, bon, pour un pledge de 198 $, 35 $ de frais de port, c'est assez normal malheureusement, surtout par les temps qui courent. La TVA, je crois que la TVA en plus n'était pas comprise, me semble-t-il, mais je ne me souviens pas trop. Oui, c'est bien ça. Hein, ici, le petit passage Backers from the EU will be responsible for their own VAT. Ça veut dire que vous serez responsable de votre propre TVA, donc vous l'aurez dans l'os, en gros. Ça fait rapidement du jeu à presque 200 €. Ça pique un peu. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être sûr de son choix. Après, le jeu a de très, très bons retours. Attention aussi, le jeu est prévu, sa livraison est prévue pour début 2023, donc il ne faut pas être très très pressé non plus. Ceci dit, c'est honnête, on a beaucoup de jeux qui partent sur une livraison 1 an après la campagne et on se retrouve souvent avec 6 mois de retard. Bon là, ils prennent comment dirais-je, une fourchette de livraison un petit peu plus large, finalement c'est peut-être pas un mal. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Shazen avec son extension ou standalone Azadi. Intéressant mais cher. On passe à notre dernier jeu de la semaine. Il s'agit de 11 Football Manager Board Game.
avec une version française, il faut le noter, puisque ce n'était pas prévu au début de la campagne, mais on a une version française qui a été débloquée et qui sera assurée par Yellow. Donc a priori, plutôt un gage de qualité. Et donc autant le dire tout de suite, Eleven, c'est mon coup de cœur de la semaine. Et oui, bon bah je l'avoue, hein, je suis assez fan de foot de manière générale, même si je suis beaucoup moins qu'il fut un temps. Et puis je suis surtout, au-delà du foot, fan de Football Manager, en fait, le jeu, la licence jeu vidéo sur PC, à laquelle je joue depuis, je crois, 10-15 ans, je pense, peut-être un peu plus, je sais pas. En plus, là, très clairement, le sous-titre est Football Manager Board Game, donc on insinue que c'est en gros la version jeu de plateau de Football Manager, parce que le titre est très générique, donc en fait, ils ont le droit de l'utiliser tel quel. Également, la couverture, les dernières éditions de Football Manager présentaient toujours un manager avec le visage coupé, pour plus, j'imagine, de personnalisation, comment dirais-je, d'identification, avec costard, cravate et le ballon. Bon, ça fait vraiment très, très couverture de Football Manager, le jeu vidéo. Pour autant, si vous êtes fan du jeu vidéo, du jeu de PC de Football Manager, ne vous attendez pas à une version jeu de plateau, ce n'est pas le cas. Ça en reprend beaucoup de choses, certes, et il s'agit ici de développer votre club, et pas seulement votre équipe également, mais votre club de manière plus générale, le stade, etc. Mais ce n'est pas le jeu de société de la licence Football Manager. Vous ne pourrez jamais obtenir un jeu de gestion de club de football aussi poussé, aussi pointu que ce que permet un jeu vidéo. Parce que c'est un jeu de société. Donc par nature, matériellement, il ne pourra pas aller aussi loin. Donc n'allez pas sur cette campagne en espérant trouver un équivalent, ce n'est pas le cas. Bref, trêve de billevesée. Donc je disais donc, coup de cœur de la semaine, oui, mais coup de cœur quand même avec certaines réserves, notamment en termes de prix. On va en parler. Alors, d'abord, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs avec un vrai mode solo. Là aussi, un petit point noir, mais bon, on en parlera pendant les extensions. 90 minutes pour une partie, 14 ans et plus, même si je pense qu'on pourra jouer certainement un petit peu avant, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de mécaniques qui s'imbriquent les unes avec les autres, donc ça peut être un petit peu complexe, en tout cas au premier abord, surtout si vous ajoutez des extensions. Alors, donc, on vous dit qu'il s'agit d'un jeu de stratégie économique pour 1 à 4 joueurs, placé dans le monde du sport et plus précisément du football. Votre tâche ici est de manager, donc de gérer et de faire grandir votre propre club de football au cours d'une saison et de, comment dirais-je, de outperform, de mieux gérer votre club et d'avoir un meilleur classement final que les autres équipes, donc que les autres joueurs autour de la table. Alors, je vous disais qu'il ne s'agit pas uniquement d'améliorer votre équipe, votre plan de jeu, mais également votre club. Donc, le plan de jeu, vous le voyez ici. Donc, bien sûr, vous serez amené, avant chaque match, à faire une formation, à établir votre formation, votre plan de jeu, choisir qui jouera à quel poste, etc. Mais ce n'est pas tout. Vous aurez également un board, donc une équipe de dirigeants, qui aura, chaque membre des dirigeants aura ses propres spécificités, positives comme négatives, hein. Certains vous apporteront des bonus, par exemple en cash, en fonds, mais seront plutôt mal appréciés par les fans du club, par exemple. Les fans du club seront très importants d'ailleurs, hein. Vous avez ici 4 ressources que vous voyez brièvement, on les verra un peu plus bas. Il s'agit des fans en rouge, des fonds, donc des finances en jaune, des opérations ici en vert, mais je n'ai pas très bien compris pour l'instant, parce que je ne me suis pas assez plongé dans les règles, ce que constituent ces opérations. Et enfin, le fitness, donc la forme physique de votre équipe, en gros. Et enfin, non pas enfin d'ailleurs, sous ce tableau de board, disons, de board dans le sens board de dirigeants, équipe dirigeante, vous aurez également votre staff. Vous pourrez recruter différents membres de staff, jusqu'à 3 si je me souviens bien. Là, vous aurez un petit aperçu des ressources. Et puis, à votre gauche, vous aurez votre stade que vous pourrez là aussi améliorer avec différents sponsors, y compris un sponsor maillot, mais également des stands de saucisses ou je ne sais quoi d'ailleurs qu'on voit autour des stades pour aller gagner plus d'argent. Donc, tout un tas de trucs à gérer. Ensuite, alors le petit espace Why Back Now, j'aime bien quand les campagnes nous mettent un petit espace pour dire pourquoi backer maintenant au lieu d'attendre la sortie boutique. Trop peu de campagnes le font. Elles ne sont pas spécialement rares, mais j'aimerais bien que toutes les campagnes le fassent. Ça accélérerait vachement mon travail, en partie. Alors d'abord, bon, le premier détail qu'on nous cite toujours dans ce genre de situation, et c'est légitime, c'est le get it first, c'est-à-dire recevez-le avant les autres.
le jeu vous arrivera avant sa sortie en boutique. Normal, c'est quand même l'avantage d'être un contributeur. Ensuite, vous aurez des exclusivités GameFound avec ce petit macaron. Donc, à chaque fois que vous verrez ce macaron dans la campagne, ça signifie que l'objet en question sera une exclusivité, très belle liaison, sera une exclusivité GameFound. Ici, vous en avez un exemple, c'était le stretch goal du premier jour, puisque en fait, il y aura des stretch goals journaliers qui ne dépendent pas du niveau de financement. Le premier jour, on a donc eu cette piste de dés qui n'est pas vraiment une piste, mais une miniature en forme de stade qui accueillera donc les jets de dés. La taille est indiquée un peu plus bas si je me souviens bien, mais j'espère que c'est suffisamment grand, parce que là, comme ça, à l'œil nu, ça a l'air assez petit, donc j'ai peur que les dés sautent un petit peu à l'extérieur. Mais bref, c'est pas très important en soi. Il y aura donc diverses exclusivités GameFound qui viendront s'ajouter à la campagne, qui ne seront pas disponibles pour le retail, pour les sorties magasins. D'ailleurs, ici, les différentes ressources que vous voyez, hein, donc finance, fan, opération et fitness, seront notamment des exclusivités, je vais dire Kickstarter, mais GameFound, si je me souviens bien. On verra un peu le détail par la suite. Ensuite, deuxième point, get more at a great price, donc obtenez plus à moindre prix. C'est un peu le point noir dont je voulais vous parler. Alors, on va l'aborder brièvement ici avant de revenir en détail par la suite. Comme vous le voyez ici, il y a plusieurs boîtes. La boîte de base, vous l'avez vu plus haut. Je vais vous la remontrer rapidement. C'est celle-ci. Vous avez 5 extensions. Ici, 3 sont présentées, mais il y en a 5 au total. 5 extensions pour ce jeu. Et le problème, c'est qu'ici, on vous dit, bah, vous pourrez obtenir plus pour moindre prix en ajoutant des extensions qui seront moins chères qu'en retail, etc. Ouais. Sauf que, bon, là, Portal Games, ils sont bien gentils, ils ajoutent des extensions qui ont l'air très très sympas, certaines d'entre elles en tout cas, mais en fait, bah, selon moi, certaines d'entre elles sont quasiment indispensables en fait. D'abord, parce que le jeu de base contient, je crois, environ 50-60 joueurs. On part sur 11 joueurs par équipe, on est d'accord? Si vous jouez à 4 joueurs, ce sera donc 44 joueurs. Donc en gros, vous aurez quasiment tout le temps les mêmes joueurs qui sortiront partie après partie. Donc assez peu de rejouabilité. Et pour ça, on vous ajoute des joueurs via cette extension, par exemple, International Players, qui vient rajouter encore 50 ou 60 joueurs supplémentaires. Bah ouais, mais si on veut un jeu qui a une vraie rejouabilité, il faut quand même un minimum de joueurs pour pouvoir avoir un roulement d'une partie à l'autre, pour ne pas avoir l'impression de rejouer tout le temps avec les mêmes. Et ce n'est pas la seule extension qui me donne un peu cette impression-là. Qui plus est, ils nous sortent le jeu de base avec 5 extensions d'office dans la campagne, ce qui veut dire qu'en fait, tout a été développé en même temps. Tout a été développé au même moment, ce qui veut dire qu'en gros, ils auraient très bien pu les inclure au jeu de base. Alors, donc, ça leur permet bien évidemment de partir sur un pledge de base avec un prix acceptable. Le jeu de base est à 60 €, donc effectivement, bon, 60 €, ça va, c'est pas très très cher. Bah oui, mais sauf qu'en gros, il y a certaines parties du jeu qui sont en kit, parce que, par exemple, International Players, mais 2 autres extensions, selon moi, auraient dû faire partie, en fait, du jeu de base. Et en fait, les extensions valent toutes 20 $, 20 €, pardon, supplémentaires. 5 extensions, 100 $. 160 $ le all-in. Heureusement, ils sont revenus vers nous avec un all-in à environ 130 € pour avoir les 5 extensions plus le jeu de base. Bah ouais, mais sauf qu'en fait, il y a 2 ou 3 extensions qui, selon moi, auraient dû être incorporées directement dans le jeu de base. Alors certes, ça aurait fait augmenter le prix du jeu de base, mais ça aurait peut-être été un petit peu plus honnête, parce que, à mon avis, il y a au moins 2 extensions sur 5 qui sont vraiment indispensables. Mais bon, je me répète, donc on va continuer, on verra plus tard. Et puis donc, be part of the adventure, donc soyez une partie prenante de l'aventure, du financement de ce jeu. Bon, ça, on nous le dit un peu tout le temps. En gros, le Why Back Now, bah, c'est en gros, bah, recevez-le avant tout le monde et avec quelques exclusivités. Le reste, c'est pas vraiment très intéressant. Alors, voilà les 2 niveaux de pledge. Donc 60 € pour le pledge de base. Donc le niveau de base, hein, vraiment, donc 60 €, c'est plutôt acceptable, pas de problème. On aura 4 plateaux de jeu avec le stade, 4 pour le board de dirigeants, l'équipe dirigeante, 4 pour les plans de jeu et un plateau de classement de la ligue. Attention aussi, les 2 plateaux que vous voyez ici, le stade et l'équipe dirigeante, ce seront donc des exclusivités GameFound, elles seront double épaisseur. Hein, les plateaux seront double épaisseur, donc ça c'est quand même un gros plus pour les exclusivités GameFound et donc pour contribuer aussi à la campagne. C'est quand même beaucoup plus agréable que les plateaux
mono-épaisseur, si je puis dire. Ensuite, plus de 250 cartes. Waouh, pas mal, on se dit. Mais 250 cartes, c'est pas 250 joueurs. Dommage. Alors, on aura 16 dirigeants, 36 cartes de staff, 36 cartes de sponsors, 36 cartes de meeting avec votre équipe dirigeante qui vont influer les matchs, en fait la semaine même d'ailleurs. Donc ça, très intéressant. Il y en a quand même 36, donc une belle rejouabilité à ce niveau-là. 12 cartes d'objectifs, 64 cartes d'opposants, en fait, d'adversaires, 36 cartes de joueurs. Alors, c'est là qu'on entre un peu dans le dur du truc. 36 cartes de joueurs de base, 18 cartes de joueurs jeunes, donc issus des équipes de moins de 21, quoi, en gros, hein, des jeunes joueurs qui vont être amenés à progresser, et 8 cartes de joueurs vétérans, donc un peu plus âgés, certainement avec des compétences un peu plus élevées. Donc en gros, on est sur du 44 et 18, ça nous fait du 62, je calcule un petit peu de tête, mais je suis claqué, donc excusez-moi si je ne sais plus faire des additions, je crois que c'est 62 en gros, ça fait quand même peu, soyons honnêtes. Donc, extension pour ajouter des joueurs. Je pense que pour une grande partie d'entre nous, ça va être un petit peu un no-brainer, comme on dit, donc un choix quasiment automatique, au moins pour une extension. Ensuite, 12 cartes tactiques. Ensuite, un nouveau stretch goal qui a été ajouté avant-hier, si je me souviens bien. Cette petite mini-extension qui vous rajoute 6 cartes qui viendront influencer le marché des transferts. Ensuite, oui, c'est ça. Donc, je l'avais dit tout à l'heure que les tokens de ressources, donc les ressources financières, les fans, les opérations et le fitness, ces tokens seront donc exclusivité GameFound. Ensuite, quelques marqueurs un peu moins importants, quelques dés également, et votre dice tray, donc le tapis de dés qui n'est pas un tapis, mais qui est un, comment dirais-je, je sais pas, un réceptacle de dés en 3D, sous la forme d'un stade, qui est une exclusivité GameFound également. Quelques tokens de tout genre, hein, avec des blessures, des cartons jaunes et cartons rouges, les équipes adverses avec leur logo, des points de victoire, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de matériel. Donc là-dessus, le pledge de base, à 60 € est plutôt pas mal. Le matériel n'est pas fou, je ne dirais pas des miniatures dans tous les sens non plus, à voir si les exclusivités GameFound jour le jour ne viennent pas en rajouter, c'est possible. Le matériel n'est pas fou, mais ça vaut ses 60 € à mon avis. Là-dessus, je ne vais pas me plaindre. Mais là, on entre dans le all-in avec les donc fameuses 5 extensions. Bon, je vais passer un petit peu de temps sur les 5 extensions, c'est quand même le projet coup de cœur, vous pouvez passer un peu plus vite si vous le souhaitez. On a donc l'extension International Cup, donc compétition internationale pour 20 €. Alors, 20 €, qu'y a-t-il dans cette extension internationale? Alors donc, c'est l'occasion de jouer entre les matchs du week-end, des matchs de compétition internationale, donc typiquement Champions League ou Europa League par exemple, donc, un plateau dédié avec des matchs à élimination directe. 42 nouvelles cartes d'adversaires, des cartes pour la finale, des nouvelles cartes pour des meetings avec votre équipe dirigeante, des nouveaux tokens, et le livret de règles pour l'extension en question. Donc, on est à 50 cartes, un plateau, des tokens, et un petit livret. Tout ça pour 20 €. Cher? Un peu quand même. Alors bon, j'ai bien conscience que les coûts de production ont beaucoup augmenté depuis un an. Beaucoup d'éditeurs en parlent. Depuis 4, 5, 6 mois, on voit des éditeurs qui font des journaux, enfin des entrées de blog là-dessus, pour nous dire que les coûts de production ont augmenté. Donc effectivement, les jeux vont voir leur prix augmenter. Ça a déjà commencé depuis quelques mois de toute façon. Les jeux, y compris en retail, hein, les jeux qui sortent directement en magasin, le prix va augmenter. En plus de ça, les frais de port ont augmenté aussi, donc bon, il faut prendre tout ça en compte également. D'accord, mais quand même, 50 cartes, 14 tokens, un mini plateau supplémentaire, 20 €. Je trouve ça un petit peu cher, mais bon, à la limite, c'est pas l'extension qui me semble la plus indispensable. Mais quand même, c'est sympa. Ensuite, on passe à la seconde avec International Players Expansion. Celle-ci donc vient rajouter pour 20 €. Toutes les extensions sont à 20 € de toute façon. 45 nouveaux joueurs. Alléluia quand même. 45 nouveaux joueurs, pas de nouveaux jeunes, pas de nouveaux vétérans, simplement des joueurs de base. Mais c'est quand même, selon moi, une nécessité. 5 cartes tactiques de plus. Autre chose que qui je pense aurait dû faire partie du pledge de base, hein, du jeu de base, 36 tokens de flight, donc de voyage en avion, parce que cette extension vous permet également d'envoyer des recruteurs à l'étranger pour aller recruter sur divers continents. Ça fait partie quand même du cœur du jeu, notamment le jeu vidéo, hein, Football Manager, c'est d'envoyer vos recruteurs un peu partout pour trouver des petites pépites dans des clubs un petit peu moins connus,
et les acheter pour moins cher parce qu'ils viennent d'Asie ou d'Amérique du Sud et que c'est du coup beaucoup moins cher que les joueurs en Europe, par exemple. Et donc ça, pas pouvoir faire, pas pour leur, j'arrive pas à parler, je suis trop claqué, pas pouvoir le faire dans le jeu de base, c'est quand même un peu dommageable, il faut bien l'avouer. Donc ça, pour moi, International Players, c'est quasiment nécessaire pour jouer, en gros. Celle-ci, pour moi, aurait dû faire partie du pledge de base, par exemple. Mais 20 euros. Bon. Ensuite, on continue, on a l'extension Stadium, qui est pour moi pas spécialement la plus nécessaire non plus. Encore 20 euros bien entendu, 5 cartes d'objectifs, 10 cartes de staff, 10 cartes de sponsors supplémentaires, 25 cartes de meeting avec l'équipe dirigeante, 24 tokens d'infrastructure et un petit livret de règles. Donc on est à 35, 45, 50 cartes. 50 cartes, 24 tokens, un livret de règles, 20 euros. Encore une fois, un petit peu cher. Celle-ci me semble pas être la plus intéressante, même si ça rajoute également du gameplay, donc de la rejouabilité, donc de l'intérêt. Mais bon. Ensuite, on continue avec la Solo Campaign Expansion, et celle-ci, c'est la deuxième, selon moi, qui devrait faire partie du jeu de base. Parce qu'en fait, le jeu de base a un mode solo, ça tourne, très bien, c'est cool, mais si vous voulez une vraie expérience solo, clairement, il faut l'extension solo. Pour 20 euros, elle vous propose une grosse campagne qui consiste en 8 scénarios liés les uns avec les autres dans une histoire globale, en fait, où il s'agira de mener votre équipe à une division supérieure, donc bien plus long, que vous pouvez se passer, j'imagine, chaque scénario, une session de jeu différente. 36 cartes de solo, 4 cartes de directeur, je ne sais pas trop en quoi ça consiste, 4 cartes d'objectif, 6 cartes de meeting avec votre équipe dirigeante, 4 fiches pour la campagne solo et le livret de règles qui va avec. Là encore, en termes de matériel, bon, on est sur 10, 14, 14, 60, donc 40, non 50, 50 cartes, 50 cartes supplémentaires et quelques fiches, un livret de règles, encore 20 euros, ça fait très cher. Et celle-ci, pour moi, elle devait être dans le jeu de base. Donc ça fait la deuxième déjà. Pour moi, hein, subjectivité. Et dernière extension, l'extension Unexpected Events pour 20 euros toujours, hein, qui vient vous ajouter donc des événements inattendus qui viennent influencer chacun des matchs que vous serez amené à jouer, mais aussi qui viendra influencer votre réputation. Avec un nouveau plateau d'ailleurs de réputation qui n'existe pas dans le jeu de base. 36 cartes d'événements inattendus. Par exemple, ici, on vous parle d'un embouteillage qui a provoqué un retard du bus des joueurs, et donc ils arrivent un peu trop tard pour le match. Qu'est-ce que ça va provoquer? On ne le sait pas, c'est pas visible là-dessus. 14 cartes de meeting avec votre équipe dirigeante, quelques petits tokens de réputation, un livret. Donc là encore, ça fait donc 50 cartes, quelques tokens, un mini plateau supplémentaire, 20 euros. Donc voilà, chaque extension, en termes de matériel, c'est pas énorme, il n'y a pas des masses de matériel dans chaque extension, mais prise une à une, elles valent toutes 20 euros. Ça fait cher. Bon, heureusement, si vous les voulez toutes, il y a quand même une sorte de ristourne. On passe de 100 euros supplémentaires à 70. Donc 30 euros de ristourne, certes, mais on sait bien que c'est une fausse ristourne parce qu'en fait, certains d'entre elles auraient dû faire partie du jeu de base, plus ou moins, en gros. Et on sait bien que même si ils ont dit être à l'écoute des joueurs, ce qui est le cas, hein, j'estime que Portal Games est vraiment à l'écoute. Chaque jour, ils nous font un point dans l'update quotidienne pour nous dire ce qu'ils ont pris en compte dans les commentaires. C'est très, très clair de ce point de vue-là, très transparent, c'est plutôt cool. Mais on sait bien que d'office, même s'ils ont dit qu'après avoir lu les commentaires, ils ont décidé de faire un all-in, c'était prévu de base, ne soyons pas non plus naïfs, le all-in était prévu depuis le début. Et du coup, ça leur permet de dire, bon, on a négocié un all-in avec un prix un petit peu au rabais, mais bon, en gros, ça fait quand même 70 euros d'extension, c'est pas donné quand même, soyons honnêtes. Après, bon, moi, si je veux juste mes 3 extensions, pour moi, c'est International Players, Solo Campaign, Unexpected Events. Les 2 autres me semblent un peu moins nécessaires, même si la International Cap a l'air assez sympa. Bah, si je les prends une à une, ça fait 60 euros. Donc pour 8 euros de plus, j'ai les 2 autres. FOMO! On vient jouer un peu sur la FOMO, sur le fameux concept de Fear of Missing Out, donc de la peur de manquer quelque chose, la peur de ne pas pouvoir les retrouver par la suite en magasin, ou pas dans le même état, ou avec le même matériel, ou avec les mêmes exclusivités, etc. Ou au même prix même, peut-être qu'elles seront plus chères en magasin. Et du coup, bah, ça marche vachement bien. Et c'est un des concepts au cœur des campagnes Kickstarter ou GameFound, d'ailleurs, le FOMO.
On en a parlé un petit peu d'ailleurs la semaine dernière avec Mythic Mischief, Ivy Studio, qui était en charge du projet. C'est un petit peu des maîtres en la matière, quoi, hein, le FOMO. Ils sont très très bons pour développer ça. Je ferai certainement un jour une vidéo sur le pouce, ce petit concept où on présente un peu des pensées sur le monde du jeu de société. Certainement une vidéo sur le FOMO. C'est un thème super intéressant selon moi. Bref, c'est encore autre chose. Les stretch goals. Donc, le premier jour, on a débloqué ce petit stade pour accueillir les jets de dés. Donc, on est sur du 100 mm par 150 par 35. Donc, en gros, 10 cm, 15 cm, 3,5 cm. Donc, en gros, c'est quand même relativement large, donc ça va. Ensuite, par contre, ça risque d'être très bruyant. C'est ce qui me fait peur. La petite mini-extension que j'ai présentée tout à l'heure, hein, qui va influencer le marché des transferts. Les plateaux double épaisseur, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y en aura 2 sur les 3. Ensuite, ce jour-ci, on nous a présenté l'extension, la mini-extension des sponsors, avec 10 sponsors supplémentaires. Ce seront des sponsors issus du monde du jeu de société, donc on aura certainement du Board Game Geek, du Portal Games, peut-être du Awaken Realms ou que sais-je. Et puis, il faudra attendre les jours suivants pour les autres extensions, enfin les autres extensions, pardon, les autres stretch goals. On aura un stretch goal par jour, sachant qu'il reste actuellement 17 jours, donc on va quand même ajouter de la valeur, hein. Donc, prenez ce que j'ai dit quand même avec des pincettes. Pour l'instant, le jeu ne me semble pas valoir aussi cher que ça, mais chaque jour, on va avoir des mini-extensions ou des ajouts de matériel, etc. Donc peut-être qu'au final, ça vaudra le coup, hein. Donc en gros, j'ai un petit peu médit sur le jeu depuis tout à l'heure, mais toujours avec ces pincettes, hein. Le jeu vaudra peut-être un peu plus le coup une fois que tous les stretch goals auront été présentés. À mon avis, ce sera le cas, même si ça restera un peu cher. Allez, on va faire un petit point sur les mécanismes rapidement parce que c'est le coup de cœur de la journée quand même, on va le faire. Alors, comment jouer? Alors, on aura donc une semaine qui sera décomposée en plusieurs journées, bien évidemment. Le lundi, vous aurez le meeting avec votre équipe de dirigeants. Chaque dirigeant aura un nombre de dés, des dés de couleurs différentes, une répartition des dés un petit peu différente. Selon votre jet de dés, vous aurez des résultats différents, parfois positifs, parfois négatifs, parfois un peu des deux, qui seront là pour influencer votre semaine, en gros. Ensuite, du mardi au jeudi, vous aurez plusieurs actions possibles, par exemple l'action de recruter un joueur, ou au contraire d'en vendre un, sachant que vendre des joueurs rapportera des points. Ensuite, recruter de nouveaux membres du staff, qui vous apporteront des bonus divers et variés. Et on a ici une membre du staff japonaise, Midori Ikehara. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente votre niveau de opération de 1. Et ensuite, vous pourrez aussi faire une action de jeter un dé pour augmenter une de vos stats. Et si vous réussissez, vous gagnez une ressource correspondante, par exemple. Ensuite, vous pourrez aussi signer des contrats avec des sponsors que vous ajouterez donc en dessous, ici dans les encarts que vous voyez ici, ou sur le maillot directement, pour gagner un peu plus d'argent, par exemple. Ensuite, vous pourrez investir également dans les infrastructures du stade en ajoutant de nouvelles tribunes, mais également en ajoutant, c'est quoi ça? D'accord, c'est quoi? C'est parking ou un petit stade d'entraînement à côté, par exemple, qui vous apporteront des actions supplémentaires ou divers bonus. Ensuite, vous pourrez aussi augmenter le potentiel du club via les 4 ressources qui sont ici. Donc, je le rappelle, hein, le cash, qui est donc les finances, la fanbase, donc le nombre de fans, les opérations, là par contre, je ne sais pas trop en quoi ça consiste, et le fitness, donc la forme physique. Ensuite arrive le week-end et bien sûr le match du jour. Le match du jour où vous devrez faire votre composition à partir des joueurs que vous avez en votre possession et jouer le match, sachant que vous, un gros point d'art aussi, qui sera peut-être amené à être corrigé. Ils l'ont mentionné dans l'update récente, mais est-ce que ce sera le cas? À voir. Point noir, vous n'affronterez pas les joueurs autour de la table. C'est un peu dommage. Ça s'explique mécaniquement, ils en ont parlé un petit peu, mais quand même, jouer à un jeu de management de football dans la même ligue, dans le même championnat, mais ne pas pouvoir affronter les joueurs autour de la table, c'est quand même vraiment dommage, soyons honnêtes. Vous affronterez les autres équipes fictives donc, qui ne prendront pas part à la tablée. Vous pouvez jouer au jeu sur Tabletop Simulator, sachant qu'il y a aussi un petit carnet de notes pour laisser votre avis, pour laisser les scores, pour laisser différents conseils éventuels pour l'équipe de la conception, parce qu'en fait, le jeu est encore en phase d'équilibrage, hein. Tout n'est pas terminé. Donc, laissez des commentaires si vous jouez,
ce sera encore mieux. Ça permettra à l'équipe d'équilibrer encore mieux ou peut-être de prendre en compte certains conseils récurrents des joueurs. Ensuite, on nous dit rapidement, mais ça c'est moins intéressant, que le jeu Eleven provient en fait d'un autre jeu sorti il y a 4 ou 5 ans qui s'appelait Club Stories, du même auteur, mais qui a été poli, poncé et amélioré par l'auteur lui-même, mais également par Ignacy Trzewiczek, donc qui est le dirigeant de Portal Games, hein, qui avait notamment bossé, qui avait réalisé Robinson Crusoe, Detective, Imperial Settlers, etc. Donc on a quand même sur du nom de confiance, hein, c'est de la qualité en général. Le shipping, donc les frais de port, enfin, pour l'Europe, on sera entre 20 et 22 €. Bon, sauf pour la Pologne, qui est un peu moins cher, parce que Portal Games est situé en Pologne. Donc 20 à 22 €, bon, compte tenu matériel, sachant que peu importe le nombre d'extensions que vous ajoutez, c'est la même chose. Quoique non, base game. Oh, base game. Donc ce sera plus cher que les extensions. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore les frais de port en cas de all-in. Bon, ce serait bon de les dévoiler assez rapidement. On verra dans les jours à venir, j'imagine. Donc pour l'instant, en tout cas pour le jeu de base, 20 à 22 €. On verra la semaine prochaine si on en sait plus sur le all-in. Juste par curiosité, pour le Canada, 25-27 pour nos amis québécois. Et en Asie, pour nous, 31-33. Un petit peu cher. Si je prends le all-in, on va arriver à 160 €. Mais bon, je l'ai dit, hein, malgré les diverses réflexions un peu négatives que j'ai pu avoir sur le prix, les extensions pour certaines d'entre elles qui ne me semblent pas en être, malgré tout, c'est mon coup de cœur de la semaine. Je suis fan de Football Manager. J'ai un pote et collègue qui aime beaucoup ça. C'est pas Xavier, même si Xavier, bizarrement, ne s'intéresse pas du tout au foot, mais est intéressé par le jeu. Donc bon, donc a priori, j'ai des joueurs pour y jouer. Et en plus, il y a un mode solo qui a l'air très sympa si on prend l'extension Solo Campaign. Donc, il y a quand même de fortes chances que j'y aille. Mais ça va douiller. Je vais devoir vendre mon petit doigt au Yakuza. Bref, la TVA, qu'en est-il de la TVA? Il me semble que la TVA, par contre, était incluse dans le prix. Hein. Will not occur, oui, donc la TVA est déjà incluse. Donc ça, c'est quand même un gros plus. C'est ça déjà de moins à prendre en compte dans la balance, à mettre dans la balance pour prendre votre décision. Pas de TVA supplémentaire, c'est quand même un gros plus. C'est tout pour Eleven Football Manager Board Game, donc mon coup de cœur de la semaine, même s'il y a quelques réserves. On attendra de voir les différents stretch goals journaliers qui viendront ajouter du gameplay et donc de la valeur à l'ensemble de la campagne qui pour l'instant est quand même un petit peu cher. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop long, mais là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la rentrée est chargée. Septembre, c'est pas seulement la rentrée des classes, c'est également la rentrée sur les financements participatifs. On a beaucoup de projets qui arrivent dans les semaines à venir également. Donc là, je pense qu'on va certainement revenir vers des formats un peu plus longs d'1h45. Je vais essayer de rester en dessous de ça. Idéalement, je voudrais faire 1h30 par semaine, mais ce n'est pas possible parce qu'on a des projets beaucoup trop variés. Cette semaine, j'ai réussi en tout cas à faire un suivi des projets beaucoup plus concis en vous renvoyant automatiquement vers les semaines précédentes, vers les vidéos des semaines précédentes pour avoir plus de détails sur le gameplay des jeux présentés préalablement. Mais il y avait tellement de nouveaux projets que ça risque d'être quand même un peu long. Bref, du coup, je ne vais pas alourdir la vidéo. Je vous encourage tout de même, avant de mettre fin à cette vidéo, à aller voir la nouvelle vidéo que nous venons de poster hier, ou avant-hier, au moment où vous regarderez cette vidéo, à savoir une nouvelle vidéo de saveur japonaise dans laquelle on vous présente Rumble Nation, un petit jeu japonais de contrôle de territoire vraiment efficace et relativement court, et pas d'une idée de stratégie. Donc vraiment un de mes coups de cœur de l'année 2021 en ce qui me concerne, d'autant plus qu'il est disponible sur Philibert parce qu'il avait fait l'objet d'un Kickstarter. Il a une version franco-italienne, donc vous pourriez théoriquement l'acquérir. Et s'il n'y en a plus, vous pourrez toujours me contacter. Il y a assez peu d'abonnés pour l'instant sur la chaîne. Je pourrais peut-être m'arranger avec vous pour vous l'envoyer. On verra. Bref, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo encore une fois. On vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, à la prochaine.